quel plaisir de vous voir aussi nombreux. Impressionnant. Ouais, remarque, avec le sujet de ce soir qui tourne autour de la bouffe, on était à peu près sûr de faire salle pleine quand même. Hein. Mais t'es qui, toi? Alors moi, je suis Laurent Zibaud, je fais partie du groupe local des shifters de Charente-Maritime. Shifters. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un shifter? Alors nous, on participe à la sensibilisation sur les thématiques énergie-climat auprès des entreprises, des collectivités. En gros, comment sortir le plus vite possible des énergies fossiles sans casse sociale. C'est mieux. Et toi, t'es qui? Moi, je suis Pascal Schultis. Je représente l'association Passe à l'acte. Alors, Passe à l'acte, elle est là pour favoriser, on a pour mission de favoriser le passage à l'action des personnes sensibilisées. Et on est aussi là pour récolter des fonds pour financer des projets autour de thématiques comme le climat, la biodiversité, le lien social, la décarbonation, comme l'événement de ce soir. Tu veux dire qu'il y a des institutions qui ont aidé Passe à l'acte à récolter des fonds? Ouais. Par exemple? Eh ben, on a ici une belle liste de partenaires qui nous ont soutenus pour cet événement. Et voilà. On voulait les remercier. Alors, qui est-ce qu'on doit remercier encore? On doit remercier... Alors, il y avait effectivement la liste des partenaires qui sont nombreux, donc je ne vais pas tous les citer. Je voulais notamment remercier deux personnes. Donc Mathilde Roussel, je suis désolé, je ne vois pas très bien avec le projecteur. Bonsoir Mathilde. Mathilde Roussel hein. De la CDA. Ouais, qu'on peut applaudir. Gros sponsor de la soirée. Merci. Et Florence Guiberto de la Chambre d'agriculture. Bonsoir. Et je voulais aussi remercier tous les partenaires, les entreprises, les traiteurs, les associations qui nous ont, et Excelia évidemment, qui nous permettent de faire cet événement ici. J'aimerais qu'on applaudisse aussi tous les bénévoles volontaires des shifters et des étudiants d'Excelia. Merci. Merci. Ce que Pascal ne vous dit pas, c'est que les shifters ont participé à la préparation du buffet de Noël 2050, qui va clôturer l'événement tout à l'heure. Donc, oui, c'est la première fois qu'on fait à manger pour 300 personnes. Donc, soyez indulgents. Voilà. Et au fait, comment ça marche, Passe à l'acte? Ça marche bien, la récolte des fonds? Ouais. Moyen. Ça pourrait être mieux. OK. Bon, on compte sur vous. Alors, pour ce qui concerne les shifters, quand on parle de sensibilisation, nous, on a essayé plein de stratégies pour embarquer les gens à faire un pas de côté. Alors, il y en a certains qui nous disent il faut faire peur. Il y en a d'autres qui nous disent il ne faut surtout pas faire peur. Il y en a qui nous disent il faut avoir des discours inspirants qui donnent envie d'y aller, de s'engager. D'autres qui prônent la rigueur scientifique en partant du principe qu'à partir du moment où on a compris le changement climatique et ses conséquences, on se met en mouvement. Enfin bref, il y a plein de stratégies possibles. Et en fait, la vérité, c'est que si on avait une qui marchait à tous les coups, ça se saurait. Et on l'utiliserait... pour bon nombre d'entre nous dans la salle, parce qu'il y a pas mal de sensibilisateurs, on l'utiliserait depuis longtemps. Alors en fait, ce soir, avec la venue de Serge Jacquin, on va essayer autre chose. On va parler de temporalité, puisque le titre de la conférence nous amène à 2050. Alors la temporalité, c'est quoi? En fait, c'est combien de temps nous avons devant nous pour préparer un nouveau système de vivre ensemble. Et je vais vous donner un exemple. Alors Serge va vous parler de plein de choses. Nous, chez les shifters, on est quand même teinté énergie, et je vais rapidement, au travers de la temporalité, vous expliquer ce qui va se passer entre énergie et système agroalimentaire. Voilà.
Alors, là, vous avez la courbe de production des 16 principaux fournisseurs mondiaux hors Brésil et Canada de pétrole de l'Union européenne. OK ? Et donc, vous voyez que la courbe de production, donc ils produisent pour eux et ils exportent une partie de leur production. Hein. Et donc, vous voyez que cette courbe ne cesse de progresser. Et tout au long du parcours, vous avez du carbone partout, puisque l'industrie agroalimentaire, comme l'industrie pharmaceutique, comme les loisirs, comme le nautisme, comme tant de choses, est abreuvée, irriguée à tous les stades par les énergies fossiles. On transporte des engrais, on a mécanisé l'agriculture, on transporte de la nourriture pour les animaux, pour nous, on a toute la mondialisation, on a la chaîne du froid, et à toutes les étapes, on trouve derrière, sous-jacent, qui permet de développer notre modèle, les énergies fossiles. En clair, plus on consomme d'énergie fossile, plus on est capable de nourrir des milliards de terriens. Ça va jusque-là? Bon. Alors, quand vous voyez cette courbe de production, est-ce qu'il y en a qui pensent que dans un monde fini, cette courbe peut progresser indéfiniment? Oui, non? Pas trop, hein? Hein? Pas trop. Pas trop, ok, c'est cool. Est-ce que vous pensez que cette courbe peut, ne serait-ce, atterrir sur un pic et après maintenir un plateau de production constant ad vitam aeternam? Non plus. Non plus. Bah, tu vois, on va pouvoir gagner du temps, on va pouvoir filer au buffet tout de suite, hein, parce que voilà, ils ont compris que dans un monde fini, une croissance infinie est juste une utopie. Alors la temporalité, je vais vous la montrer tout de suite derrière. Combien de temps nous avons devant nous? Parce qu'à partir du moment où la production de pétrole va diminuer, et puisque c'est elle qui soutient notre système agroalimentaire, eh bien si on reste sur notre trajectoire actuelle, sur notre mode de fonctionnement actuel, nos fournisseurs vont passer de 50 millions de barils par jour à 25 millions de barils par jour dans 25 ans. Donc dit autrement, si on ne change rien à notre modèle, ça veut simplement signifier que vous sauterez un repas par jour ou vous mangerez, dans le meilleur des cas, un jour sur deux. Bah, il y a peut-être une autre solution, non? On va peut-être demander à Serge. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Alors voilà, je voudrais, c'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui Serge Zaka, qui est agroclimatologue, mais aussi chasseur d'orage et aussi auteur de bandes dessinées. Et Serge va nous conseiller sur comment préserver notre alimentation pour demain et comment anticiper ce changement. Serge, c'est à toi. Du coup, merci pour l'introduction. Oui, je suis maintenant dans une BD depuis quelques heures. Seulement, vous pourrez trouver sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, le lien pour acheter cette BD qui serait peut-être un beau cadeau de Noël. Et tout ce que je vais présenter aujourd'hui, d'ailleurs, est présent dans cette BD. Et dans cette BD, c'est un héros qui va... c'est moi, d'ailleurs, le héros, qui est avec son petit Marcel et ses bracelets et son chapeau, et qui va aller parler à différentes personnes pour leur expliquer l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et c'est exactement ce qu'on fait ce soir, puisque je suis docteur en agroclimatologie, comme on l'a dit, c'est-à-dire que je travaille justement sur cet impact du changement climatique sur l'agriculture. Alors ma présentation aujourd'hui sera tournée un petit peu plus vers la production agricole et ses adaptations nécessaires au changement climatique. On verra quelques aspects de l'assiette. Tout à l'heure, j'étais avec des étudiants de cette école ici. Vous avez d'ailleurs beaucoup vieilli comme étudiant. Je leur disais, j'ai jamais eu un public aussi jeune que tout à l'heure. Bon, maintenant, je retrouve mes moyennes d'âge habituelles. Eh bien, on parlait justement de cet impact du changement climatique. Quelques étudiants sont venus me voir à la fin. Ils m'ont dit, on n'a pas parlé des pesticides, des insecticides. Il faut savoir qu'il faut distinguer ces deux sciences-là. Je le précise dès le début. L'agroclimatologie regarde le climat et après, on a l'écologie qui travaille sur ces aspects-là. Moi, je vais parler surtout de l'adaptation des paysages, du sol, de l'agriculture, de notre assiette au changement climatique.
Alors, je commence comme tout à l'heure par la conclusion, mesdames et messieurs, qui tient en un mot. Alors, si vous ne la retenez pas, c'est que vous avez un cerveau de poisson. C'est un mot, anticiper. Anticiper l'impact du changement climatique, c'est possible jusqu'à plus 3 degrés. À partir de plus 3 degrés, les cartes, les solutions que je vais vous donner au fil de la présentation seront plus compliquées à mettre en place. Donc nous pouvons, et nous avons les technologies, et nous avons les connaissances, et nous avons la science. Peut-être pas le nombre de personnes dans l'avenir, puisque nos agriculteurs sont de moins en moins nombreux, malheureusement. J'espère qu'on arrivera à inverser la tendance. Mais en tout cas, nous avons des solutions dans l'avenir pour, on va dire, changer cet impact du climat sur l'agriculture, à condition qu'on anticipe. Et ça, c'est le mot-clé de la présentation. Nous pouvons le faire, à condition qu'on s'en donne les moyens. Quand je dis les moyens, c'est aussi sur les consommateurs, mais c'est aussi sur les finances, c'est aussi sur la politique. Alors, je vais partir sur quelques définitions. Un retour sur 2021-2022. Je veux vous montrer que l'agriculture est déjà impactée par le changement climatique. Ce n'est pas des projections. On n'est plus dans les années 90 où on nous disait « Regardez, d'ici 20 ans, l'agriculture va être impactée ». Là, ce sont des observations. Je reviens sur le gel de 2021 et les canicules de 2022, les excès d'eau de 2023 et de 2024. Ensuite, on fait un peu de climato tous ensemble et de l'agroclimatologie. C'est ces connaissances climatiques qu'on va appliquer à l'agriculture. Alors, il y aura pas mal de connaissances scientifiques. Je suis un scientifique, je ne viens pas vous parler d'avis personnels ou d'idéologie. Je viens vous parler de résultats de mes études scientifiques ou ceux de mes confrères de l'INRA. Alors, je commence par quelques définitions sur mon métier. Vous voyez peut-être le mec avec son chapeau de cow-boy sur les réseaux sociaux qui parle beaucoup des impacts à court terme du changement climatique. Souvent, je suis un peu catastrophé en me disant « Oh là là, il y a encore un gel tardif. Oh là là, il y a un excès d'eau. » Et là, vous avez des climato-sceptiques qui arrivent et qui me disent « Serge, il est toujours angoissé. Les agriculteurs, ils ont soit des excès d'eau, soit des déficits. Il n'est jamais content. » Ça, c'est l'agrométéorologie. C'est l'impact à court terme. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a un événement de gel qui arrive alors que les abricotiers sont en fleurs, oui, je commence à lancer des alertes. Et oui, il faut protéger nos abricotiers en mettant des solutions adéquates sur le terrain pour les protéger. S'il y a une sécheresse en cours et qu'il n'y a pas de pluie qui est prévue alors qu'on vient de faire les semis, oui, il va falloir irriguer parce que du coup, nos semis ne vont pas prendre sinon. S'il y a par exemple une canicule, nos vaches laitières sont dehors, oui, je commence à faire des alertes pour dire nos vaches laitières vont souffrir, il faut peut-être les rentrer dans des parcelles plus arborées ou alors les rentrer à l'intérieur. Ça, c'est le court terme. C'est ce que vous connaissez de moi sur les réseaux sociaux. Le long terme, vous connaissez peut-être un petit peu moins, ça c'est mon métier, l'agroclimatologie. C'est-à-dire que ça fait plus intervenir des décisions socio-économiques et politiques de long terme, d'adaptation, d'anticipation, encore ce mot qu'on retrouve, de l'agriculture au changement climatique. Je prends l'exemple de l'abricotier. Dans le sud de la France, on a eu 4 années de suite avec des gels tardifs parce que la floraison de l'abricotier était trop précoce. Donc protéger l'abricotier, ça c'est de l'agrométéo, mais ça ne fait pas le tout. Parce que si tous les ans on a des gels tardifs, il y a un moment on peut se poser la question, et là c'est plus de l'agroclimato, est-ce qu'il y aura toujours des abricotiers en 2040 ? Est-ce que ce sera toujours rentable en 2050 ? Est-ce qu'il ne faut pas les remplacer par d'autres variétés d'abricotiers plus tardives ? Ou alors il ne faut pas les changer d'espèce, aller sur de la pistache ou d'autres espèces qu'on peut avoir dans le sud de la France ? Ça, c'est de l'agroclimato. Ça fait intervenir des décisions socio-économiques et politiques, donc vous et les politiciens, quand nous en aurons, bien sûr. Alors, voici les émissions nationales de gaz à effet de serre de nos activités économiques. 32% pour le transport et 19% pour l'agriculture qui arrivent en second avec les données les plus récentes de 2023. La moitié sont dues à l'élevage, l'autre moitié sont notamment dues à le végétal. Je tiens à préciser qu'en agriculture, c'est plus complexe pour décarboner que juste mettre une centrale nucléaire et faire de l'électricité pour une voiture électrique. Nous travaillons le vivant. Et quand on travaille le vivant, il n'y a pas juste une solution qui va aller sur tous les sols, tous les microclimats, toutes les cultures, toutes les envies d'agriculteurs, toutes les filières. C'est beaucoup plus complexe. Il y a un rapport d'ailleurs du Shift qui vient de sortir sur la décarbonation de l'agriculture. Vous irez y faire un tour. Après, on a 16% les bâtiments, 11% la production d'énergie, 4% les déchets. Et il y a un moins 4%, parce que je tiens à préciser que oui, les agriculteurs et les forestiers ont une des solutions les plus incroyables pour récupérer le carbone de l'air et le stocker.
Ce n'est pas l'homme qui a fait cette solution, c'est une solution naturelle, c'est la photosynthèse. Les forêts sont des puits de carbone, il faut en prendre soin. Et malheureusement, nos forêts sont de moins en moins en bon état, certes plus nombreuses, mais de moins en moins en bon état, à cause justement du réchauffement climatique. Et elles stockent 2 fois moins de carbone qu'il y a 15 ans. Ce qui est notre seule solution, d'ailleurs, devient de moins en moins une solution. Donc il y a les agriculteurs aussi qui doivent faire des efforts pour stocker ce carbone. On le verra tout à l'heure. Les émissions de l'assiette. Donc on a 27% de produits agricoles et maintenant nous avons 53% de produits issus de l'agroalimentaire. Alors dans l'agroalimentaire, il peut y avoir la baguette comme la lasagne au bœuf ou au cheval de Roumanie qu'on retrouve. Donc c'est vraiment tout dans ces 53%. On retrouve encore la restauration hors domicile, le traitement des déchets, donc le plastique que vous avez, et puis la cuisson au gaz. Je tiens à préciser que le traitement et les déchets, le plastique a aussi des impacts sur les écosystèmes, pas que sur le climat. Alors il manque ici tout ce qui est restauration à domicile, mais qui vient d'hors domicile, comme Uber Eats, qui n'est pas encore intégré. Et je pense qu'il va falloir absolument les intégrer, parce que ça commence à prendre un petit peu de place. Voilà pour nos assiettes, et pour qu'on se mette vraiment, qu'on soit d'accord sur quel est le rôle de mon métier et quels sont les gaz à effet de serre du milieu agricole. Allez, maintenant on va passer à 2021. On va parler d'épisodes que nous avons déjà vécus en France, donc c'est plus des projections, c'est du vécu. Vous avez ici une photo que j'ai faite pas très loin, à Cognac, où vous pouvez voir un petit cheval là, hop, qui saute et qui largue un petit éclair. J'appelle ça le poney magique. Voilà. J'ai des enfants et c'est le poney magique. Alors vous avez ici une représentation de la masse d'air début 2021, fin mars et début avril. Ce qu'on voit ici, donc fin mars, et on a de la douceur sur la France et on a ce qu'on appelle un décrochage polaire qui suit. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a une très belle douceur avec, il me semble, 27 degrés à La Rochelle fin mars, qui était d'ailleurs le record mensuel. Derrière, il y a eu cette descente d'air froid. Donc tous les végétaux qui ont osé sortir leurs fleurs et leurs feuilles des bourgeons se sont fait brûler par cette descente d'air froid. Donc on a eu la plus grosse catastrophe agricole nationale depuis 1945, donc depuis l'agriculture moderne. Et cette catastrophe en plein changement climatique est due au gel. Elle n'est pas due à la sécheresse. Alors on va voir tout à l'heure que ce n'est pas si simple que ça à analyser, parce qu'à cause de la douceur hivernale, nos végétaux sortent de plus en plus tôt. Ceci dit, en 2021, c'est quand même moins 59% pour la prune, moins 59% pour la poire de table, moins 30% pour la vigne. Ce qui est extrêmement conséquent économiquement parlant. 2 années comme ça, c'est terminé. On n'a plus d'arboriculteurs, on n'a plus de viticulteurs. Heureusement qu'il y a les aides de l'État. Mais il y a un moment, peut-être aussi, il va falloir songer de la part de l'État de ne pas forcément compenser que par des enveloppes à court terme, mais aussi d'anticiper, encore une fois anticiper, les adaptations à long terme pour éviter de donner des enveloppes tous les ans. C'est-à-dire de résoudre le problème du changement climatique à son origine et de ne pas donner des petits pansements de temps en temps. Vous avez ici le viaduc de Millau, si vous connaissez, le plus grand viaduc d'Europe, l'un des plus grands du monde, avec quelques éclairs. Et cette fois-ci, je vais revenir sur 2022. On va se réchauffer après le gel de 2021. Cette fois-ci, en 2022, vous aviez ici une dépression au large du Portugal, positionnée à la place de l'anticyclone des Açores. À l'avant de cette dépression soufflait un air chaud et sec, matérialisé par les couleurs ici, qui ramenait de la chaleur, de la sécheresse, mais également du sable, comme vous avez pu l'observer en 2022. L'année 2022 est finalement l'année la plus chaude qu'on ait pu observer en France, la deuxième année la plus sèche. Forcément, les pertes de rendement ont été catastrophiques, je pèse mes mots, moins 54% pour le maïs en non irrigué, et jusqu'à moins 17% dans la région pour le blé, moins 28% pour le maïs. C'est extrêmement conséquent. Là, pareil, si 2-3 années de suite, je peux vous dire que les agriculteurs, ils vont tirer la gueule. Mais même pour l'instant, ils tirent la gueule, mais pour d'autres raisons qui sont parfois légitimes. Alors vous avez donc ces pertes de rendement, plusieurs centaines de millions d'euros ont été perdus. Si je prends la Nouvelle-Aquitaine ici, on va de moins 35% pour le maïs, on passe par le sorgho, moins 13%, le tournesol, moins 10%, l'orge d'hiver, plus 1%. Orge d'hiver, 1%, colza d'hiver, blé tendre d'hiver. Donc là, c'est les cultures d'hiver, c'est-à-dire qu'on les plante maintenant et on les récolte au début de l'été de l'année suivante.
c'est là où il n'y a pas forcément de canicule. Il n'y en a pas encore en hiver, et je vous rassure, dans l'avenir, il n'y en aura pas en hiver. J'espère. Et alors, du côté gauche de cette figure, vous avez ici le maïs, le soja, le sorgho, donc plutôt des cultures qui poussent en été et qui sont d'ailleurs plus impactées forcément par le changement climatique, puisque c'est en été qu'on observe les conditions les plus complexes en termes de température et de pluie. Plus on descendait dans le sud, dans le Languedoc, plus les cultures descendaient bas, jusqu'à moins 55% pour l'avoine, moins 36% pour le tournesol. Il y a juste la vigne qui s'en sort un petit peu. Donc des pertes de rendement très conséquentes. Et vous avez ici, sur ce petit monsieur qui promène son chien, la différence entre la tendance de fond, ici, et la variabilité interannuelle. Le changement climatique ne masque pas la variabilité interannuelle. Quand vous voyez, par exemple, des climatiques qui viennent sur les réseaux sociaux, sur X ou sur d'autres réseaux sociaux, mais surtout sur X, qui viennent m'insulter en me disant « Regarde Serge Zaka, il y a une flaque d'eau dans mon jardin, il n'y a plus de sécheresse dans le monde ». Eh bien, il y a un moment où il va falloir comprendre la différence entre la tendance de fond que l'on voit ici, c'est le monsieur et ce chien qui se promène autour de la courbe, c'est la variabilité interannuelle. Et ça pose les deux problèmes pour l'agriculture. Le réchauffement, en lui-même, pose des problèmes sur l'agriculture, mais la variabilité interannuelle fait qu'en 2022, on a eu l'année la plus sec jamais observée, et en 2024, on a eu l'année la plus humide. Donc je peux vous dire qu'en termes d'adaptation, ça va dans les deux sens. Alors, si je place les projections du GIEC en rouge, ici c'est un réchauffement modéré, avec des données en points. Les points noirs, ce sont les observations. 2022 en violet, ici je la projette sur les projections, c'est-à-dire qu'en 2050, l'année 2022, qui a été catastrophique au niveau des feux de forêt et au niveau agricole, sera une année normale. 2050, en termes agricoles, surtout arboricoles et viticoles, c'est demain. Les arbres, c'est 50 ans d'exploitation, la vigne, c'est plus. Donc, les arbres qu'on plante maintenant, les vignes doivent être adaptés à un climat qui sera comme 2022 tous les ans. C'est-à-dire que les années plus chaudes en 2022 seront encore plus hautes que celles qu'on a eues en 2022. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important que vous soyez venus, et j'en suis très ravi et je vous en remercie. Puisque si 2022 sera une année normale, il faut trouver des solutions, des adaptations pour qu'on continue à manger dans l'avenir. Et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Tout d'abord, on va parler des évolutions de la précipitation et ensuite on va parler des évolutions de température. Je commence par la pluie, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une incompréhension avec les climatologues de la part du grand public. Peut-être pas vous, mais il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont venus encore une fois m'insulter pour me dire « Mais qu'est-ce que tu dis, il pleut, il pleuvait plus en 2022, tu étais en panique. Là, il pleut et tu n'es pas content. » On va regarder maintenant quel est l'impact du changement climatique sur les précipitations, et j'espère que vous allez ressortir en comprenant que l'impact est double. Pluie. Il n'y a pas forcément plus de sécheresse, vous verrez. Alors, je commence par cette figure française. Sur la carte de France, ici, vous avez des pluviomètres. C'est un petit point, c'est un petit pluviomètre. Il mesure la pluie. En vert, c'est les pluviomètres qui mesurent plus de pluie à l'année. Et en rouge, c'est ceux qui en mesurent moins. Donc, depuis 1961, sur la 75% du territoire, ici, il y a plus de pluie à l'année. Il pleut plus depuis 1961. La Rochelle, c'est stable et on descend ensuite, c'est en négatif, il pleut moins à l'année. Sauf chez nos amis de la Riette, ici, au Mans, qui, pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à expliquer pourquoi ils n'avaient pas plus de pluie. Bon, passons. Si je regarde l'évolution des sécheresses depuis aussi 1959, en Alsace, vous avez vu, il pleuvait plus 10% de pluie, pourtant il y a plus 10% de sécheresse. En Bretagne, forcément, il pleut tout le temps, donc il y a moins 2% de sécheresse. Désolé pour les Bretons. Et puis ici, on a plus 3% de sécheresse. Donc on a une inadéquation entre l'évolution de la pluie, il pleut plus, et le fait qu'il y ait aussi plus de sécheresse sur une partie de la France. Dans le sud de la France, effectivement, c'est là où la sécheresse progresse plus vite, mais là, il pleut moins, donc ça paraît plus logique. Je vais vous expliquer tout ça, je vous rassure. Si on regarde la carte maintenant du GIEC jusqu'à 2050 à plus 3 degrés, ça c'est les précipitations à l'année. À l'année, je suis toujours à l'année. Ici, en Méditerranée, on va avoir moins de pluie à l'année encore. Dans le nord de l'Europe, on aura plus de pluie à l'année. Attention, au Sahara ne va pas devenir un océan parce que c'est en pourcentage. Donc au lieu qu'il pleuve 1 mm de pluie, il en pleuvra 2. Mais c'est 100% de gain, quoi. Et ici, à La Rochelle, on sera plutôt stable par rapport à la quantité d'eau. Alors vous allez me dire, si c'est stable jusqu'en 2050, on peut plier les affaires et rentrer à la maison.
c'est réglé, c'est terminé. On aura toujours la même quantité d'eau, pas de problème. En réalité, depuis le début, je parle au niveau annuel. Si je regarde au niveau hivernal et estival, donc je décompose dans les saisons, là vous avez une augmentation de la pluie en hiver avec des incertitudes dans le sud. Les incertitudes, on ne les retrouve plus en France en été, il y a une diminution des précipitations sur toute la France. Ça veut dire qu'on va avoir à la fois un excès d'eau sur la période froide et un déficit d'eau sur la période chaude. Et là, le problème est agricole. Parce qu'en hiver, à la sortie, en automne, à la sortie de l'été, et en hiver, qu'est-ce qu'on fait en agriculture? On fait les semis. Si nos champs sont gorgés d'eau, on ne peut pas rentrer faire les semis. Donc ça pose des problèmes. Si les champs sont gorgés d'eau à la sortie de l'été aussi, au cours de l'automne, on ne peut pas récolter les cultures, le tournesol et le maïs notamment, de l'été. Et en plus de cela, si le sol n'a pas d'eau en été, les plantes ne peuvent pas pousser. Donc c'est un double problème agricole, un excès d'eau pendant le moment où il n'en faut pas et un déficit dans le moment où il n'en faut pas. C'est pour ça que les climato-sceptiques adorent m'insulter en me disant « Oh, il n'est pas content quand il y a une sécheresse, oh, il n'est pas content quand il y a un excès d'eau ». Le mauvais temps en agriculture est celui qui dure, qu'on soit d'accord. S'il fait moche, qu'il pleut, quoi, trop longtemps, c'est du mauvais temps. S'il fait beau, qu'il fasse beau, soleil, quoi, trop longtemps, c'est aussi du mauvais temps pour l'agriculture. Et le changement climatique accentue justement ces périodes longues de sécheresse et d'excès d'eau. Donc c'est du mauvais temps, il apporte du mauvais temps. Quand je regarde cette fois-ci pour conclure l'indice hydrique des sols, l'indice hydrique des sols, c'est la sécheresse, le terme scientifique pour dire sécheresse. Et donc si je regarde cet indice hydrique des sols, ce qu'on observe ici en 1976 et en 2070, c'est qu'on a du côté de La Rochelle à peu près 0,9, donc 90% de remplissage d'eau de nos sols. Ici, c'est 0. Les couleurs ici, c'est 100%. En 1976-2000, il n'y a pas de changement dans l'eau dans nos sols. Nos sols, en hiver, auront toujours de l'eau, à peu près 90% de remplissage, ce qui est plutôt bon pour nos végétaux. Ceci dit, ce n'est pas le moment où ils utilisent le plus d'eau. Le moment où ils utilisent le plus d'eau, c'est le moment où, justement, il y en aura moins. Ça, c'est l'été. En été, on a une baisse des précipitations, je vous ai dit, une hausse de la température, donc une hausse de l'évaporation et une hausse de la transpiration, c'est-à-dire que l'eau va repartir dans l'air et ne va pas rester dans nos plantes et dans nos sols. Et en plus de cela, nos orages seront plus pluvieux, donc il y aura plus de ruissellement, plus d'inondations de dartiers et de carrefours, parce qu'ils sont dans les zones inondables, et moins d'eau dans nos sols agricoles, à cause de la bétonisation. Donc vous avez ici une diminution d'à peu près 15 à 20% de l'eau dans nos sols, déjà qu'on partait de bas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ici en Bretagne et du côté de La Rochelle, on a moins d'eau alors que ça ressemble un peu à la Méditerranée? C'est qu'ici, vous avez quand même un microclimat, un peu plus ensoleillé, et avec du vent. Et le vent, ça augmente l'évapotranspiration. En plus, les sols agricoles sont moins profonds que sur nos bassins céréaliers. Donc s'ils sont moins profonds, ils sèchent plus vite. Alors l'indice hydrique des sols, donc la sécheresse progresse du côté de La Rochelle. Jusque dans les années 2030, vous voyez, c'est à peu près stable. Mais après les années 2030, on prend une hausse des sécheresses. Là, on a une mauvaise adéquation, on va dire, entre l'axe qui est très très élevé, parce que du coup, je prends aussi dans mes études le sud de la France, où les sécheresses sont quand même plus marquées. Voilà, donc on a une intensité de la sécheresse qui va augmenter en été, malgré le fait qu'il pleuvra la même quantité d'eau à l'année. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi et que maintenant vous comprenez pourquoi on parle d'excès d'eau, pourquoi on parle de sécheresse et pourquoi ça peut concerner l'agriculture dans les deux cas. Alors je fais une petite parenthèse par rapport aux récentes informations qu'on a eues de Valence ou de la Grèce. D'ailleurs, il y a encore un épisode pluvieux en Grèce en ce moment. Vous avez ici des images satellites du 31 août 2023 en Péloponnèse, il me semble, et puis du 9 septembre. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une inondation qui a emporté avec elle les arbres, les vignes et puis la terre aussi au passage, et qui a fait qu'on a perdu presque toute la production agricole des plaines, qui étaient d'ailleurs les plaines les plus productives de la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs effets. Avec le changement climatique, chaque degré gagné, on va gagner plus 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ça, c'est la loi de Clausius-Clapeyron, c'est physique. Plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de l'humidité. Plus l'air peut contenir de l'humidité, plus quand il y a des orages, il fera des pluies intenses. En plus, ça peut être aggravé par une mer plus chaude en Méditerranée, parce que le réchauffement la réchauffe. Des vents locaux, Mistral Tramontane par exemple, des reliefs, il y a beaucoup de reliefs en Méditerranée,
Sol et végétation qui ne sont pas luxuriants comme la garrigue, donc il y a des pierres apparentes qui accélèrent le ruissellement. La bétonisation, Cannes, Nice sont des villes tout à fait bétonnées qui font que tout glisse. Et la sécheresse estivale qui peut accentuer le glissement de l'eau sur les terres à la sortie de l'été. Donc pour ces 6 facteurs, la zone méditerranéenne aura des sécheresses très longues et dès qu'il pleuvra, c'est le déluge. Là, je faisais une petite parenthèse, c'est pas à La Rochelle, mais c'est pour vous expliquer le cas de Valence. Et le cas de Valence a été très, très, très aggravé par la bétonisation, puisqu'on a bétonisé. Le fleuve est sorti à partir du moment où il est arrivé dans une zone commerciale, où on a construit des dartys, des carrefours partout, et il n'avait plus de place pour circuler. Donc il est sorti à partir de ce moment-là, et après il a traversé toute la ville. Et la ville en elle-même n'avait pas lieu d'être là. C'est pas Valence, c'est les villes du Sud. Hein. Valence, c'est une ville historique, c'est pas forcément le cas. Alors, je terminerai juste sur l'eau. Là, j'étais un petit peu plus long sur l'eau, parce que je voulais quand même que vous soyez au courant dans les médias pourquoi on se pose autant de questions sur les excès et les déficits. Je termine sur l'eau par l'eau de ruissellement. Donc, pour l'instant, j'ai parlé de l'eau dans les sols. Là, je parle de l'eau qui coule dans nos fleuves. En 2041-2070, en bleu, ce que vous voyez, c'est qu'on aura des niveaux d'eau qui seront plus hauts. Par contre, en été, en automne, ils seront plus bas. Donc, on a aussi une accentuation du cycle de l'eau dans nos ruisseaux et dans nos fleuves. Voilà. Allez, je passe à la température et puis après, on va regarder des impacts agricoles. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus. La température, j'y passe plus vite. Vous connaissez ces courbes-là. Ça, c'est le réchauffement climatique depuis 1970 dans le monde, donc plus 1,1 ou 1,2 dans le monde, plus 1,8 en France. Alors, vous avez peut-être remarqué de temps en temps, il y a quelques cerveaux très malins qui vont dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, puisqu'entre 2015 et 2023, la courbe de température est stable. Ça s'appelle du cherry picking. C'est une méthode de manipulation statistique. Ici, vous l'avez, ou picotage en français. On sélectionne une petite partie des mesures pour dire qu'il n'y a pas de changement climatique, alors que le thermomètre n'a pas été inventé en 2015. Je le rappelle. On a eu du cherry picking il n'y a pas très longtemps sur les écosystèmes. Il y avait un monsieur qui était intervenu qui avait dit que je ne sais quelle espèce était en expansion, masquant le déficit des autres espèces sur au moins la moitié des espèces qu'on peut avoir dans nos territoires urbains ou plutôt les territoires agricoles. Ça s'appelle aussi du cherry picking. On masque les effets globaux en prenant qu'une petite partie du problème. Donc faites attention avec ça sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement courant sur le changement climatique. Bon, je reviens à la France. Vous avez ici la carte de la température moyenne annuelle. La Rochelle, 12 degrés en 1916 jusqu'en 2005. Montpellier, 14 degrés. Ce qu'on observe d'ici 2070, c'est que les 14 degrés pour un réchauffement modéré, même pas fort, c'est que ces 14 degrés de Montpellier, de chez moi, j'habite à Montpellier, se retrouvent où ? À La Rochelle. Tandis que c'est plutôt Cordoue qui va remonter vers chez moi. Alors on a un déplacement donc de l'aire de répartition de ces températures moyennes. Et ça, mesdames et messieurs, c'est extrêmement important pour comprendre la suite, parce que cette aire de répartition, elle va déterminer l'aire de répartition de nos cultures. Qu'on soit d'accord, les cultures en zone méditerranéenne ne sont pas les mêmes qu'à La Rochelle. Pourtant, le climat ou certaines caractéristiques méditerranéennes remontent dans le Poitou-Charentes, et donc il va falloir adapter aussi nos cultures. Alors, il n'y a pas que la température moyenne qui impacte l'agriculture, il y a également les extrêmes climatiques. Donc, on a les périodes de vagues de froid et les périodes de canicule. Je commence par les périodes de canicule. Vous avez ici, depuis 1947 jusqu'à 2024, chaque bulle une canicule, et plus la bulle est grosse, plus elle a été forte. Ce qu'on observe, c'est qu'avant les années 2000, on avait 4 fois moins de canicules que maintenant. On parlait de risque de canicule ici. On retrouve la fameuse 1976 que les climato-sceptiques adorent me sortir en me disant qu'il y a toujours eu des sécheresses en France. Cette petite bulle-là, que maintenant on a tous les ans en version pire, mais tous les ans, cette année, on les oublie. On pense qu'à ma grand-mère qui souffrait dans les champs en 1976. En 2003, c'est la canicule la plus intense, mais depuis, on a une augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces canicules-là. Et d'ailleurs, c'est un problème, je le disais tout à l'heure, parce que chez nos jeunes qui étaient présents, ils sont nés après les années 2000. Et en fait, après les années 2000, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent me voir sur les réseaux qui me disent « Mais messieurs Zaka, pourquoi vous parlez tout le temps de canicule? Il y en a tous les étés. » Bah oui, si tu es né après les années 2000, oui, il y a tout le temps des canicules. Enfin, avant, il n'y en avait pas tous les ans.
Et c'est ça le problème. Toi, en tant qu'humain, tu peux mettre la clim dans la voiture, tu peux mettre la clim au carrefour, tu peux mettre la clim aussi au cinéma ou chez toi. Eh bien, avant, nos arbres, eux, ils ne peuvent pas mettre la canicule. Donc, ils la sentent, cette canicule passer. Et ils la sentent, ces fréquences de canicule qui avancent. Et là, c'est la différence entre la sensation humaine et puis ceux des animaux et des végétaux. Donc, le nombre de jours à 35 degrés en 1960 et 2080, il évolue. La carte prend des couleurs parce que le nombre de jours à 35 degrés remonte. Et si je regarde du côté de La Rochelle, ici, vous avez ici l'évolution du nombre de jours à 35 degrés de 1951 à 2100. Le scénario rouge étant le plus chaud, modéré pour le orange et faible, on n'y est plus sur le faible, en vert, ni sur le modéré d'ailleurs. Cognac, Toulouse et Nîmes. Alors vous voyez que plus on descend dans le sud de la France, plus les impacts vont être importants. Donc ce que je vais dire tout à l'heure sur La Rochelle, il y aura des impacts de changement climatique sur l'agriculture, mais il y a aussi des aspects positifs, parfois ça peut-être vous étonner, et des aspects négatifs. Par contre, quand je fais mes conférences à Nîmes, là les petites blagues et les aspects positifs, il n'y a plus quand. Là c'est vraiment beaucoup plus grave, on est beaucoup plus dans le dur qu'à La Rochelle. Alors je fais le parallèle inverse, avec les vagues de froid. Vous avez ici, depuis les années 2000, les pauvres petites vagues de froid que nous avons eues, 2012 étant la dernière, la plus récente, avec des moins 20 degrés dans les plaines françaises. Vous avez 1956, où ici, il a fait, peut-être que certaines personnes l'ont connu, 1956, où il faisait jusqu'à moins 25 degrés dans le sud de la France, et moins 30 degrés d'ailleurs dans certaines plaines. 1954, c'est l'hiver de l'abbé Pierre, où il est devenu célèbre à l'époque, en 54. Maintenant, il est devenu célèbre pour d'autres raisons, beaucoup plus chaudes. 1963, 1966, 1970 sont aussi des vagues de froid. Et 85, 87 que je n'ai pas connues sont des... Ça, c'est des vagues de froid. C'est pas quand il fait moins 3 degrés que le RER B ne marche plus et qu'on va faire un direct sur BFM TV parce qu'il neige au Trocadéro. Ça, ce ne sont pas des vagues de froid et qu'on fait les grands titres parce qu'il fait moins 3 à Paris. Ce ne sont pas des vagues de froid. En fait, on n'a pas eu de vagues de froid depuis 2018. Et encore, celle de 2018, c'était vraiment ridicule. Donc, depuis 2010, on a eu 20 vagues de froid pour 20 canicules. Donc, quand vous avez des désinformateurs sur les réseaux sociaux qui vous disent que dans leur jardin, il fait moins 7 ce matin à Strasbourg en décembre, posez-vous les questions. Est-ce que c'est normal qu'il fasse moins 7 à Strasbourg en décembre? Bah oui. Ça arrive régulièrement. Le changement climatique n'implique pas une disparition du gel du jour au lendemain, c'est une disparition progressive. Et en parlant de ce nombre de jours de gel, en 1960-2080, vous voyez que la carte de France perd des couleurs, verdit, c'est-à-dire qu'on approche entre 0 et 40, donc on perd du nombre de jours de gel en France. Et quand je regarde le nombre de jours à La Rochelle, à Cognac, à Toulouse ou à Châteauneuf-du-Pape, dans le sud de la France, eh bien, ça diminue. Pour l'agriculture, vous allez me dire, c'est cool. Pour le tourisme, ça c'est bien, je veux bien, vous pouvez boire des bières en terrasse, ok. Pour l'agriculture, c'est pas cool. Non, c'est pas cool du tout, parce qu'en réalité, le gel, pour nos amis les agriculteurs, il nettoie les parcelles en hiver. De même pour les étables. Lorsqu'il gèle, il fait moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 40, c'est le nord. Eh bien, quand il gèle, ça nettoie, ça tue nos animaux. Nos insectes, non pas nos animaux d'élevage, rassurez-vous. Nos insectes, nos moustiques, nos pucerons, tout ce qui est vecteur de maladies, ça les élimine. Le gel est le meilleur insecticide qu'on puisse avoir. Donc s'il y a moins de gel, il y a moins cet effet efficace et donc il y aura plus de risques de maladies au printemps. Deuxième point, le froid est très important pour nos amis arboriculteurs parce qu'il permet de satisfaire ce qu'on appelle la vernalisation. La vernalisation est un terme scientifique, c'est les besoins en froid pour fleurir. En gros, votre pommier golden, la pomme golden, vous savez, la pomme la plus vendue de France qui n'a aucun goût, eh bien, cette pomme qu'on retrouve dans... Je rigole, parce que j'en mange quand même. Cette pomme qu'on retrouve dans nos supermarchés, pour fleurir, elle a eu besoin de 1000 heures en dessous des 7,2 degrés. S'il n'y a plus ces 1000 heures, elle ne fleurit pas. Si elle ne fleurit pas, il n'y a pas de pomme. En gros, c'est ce qui s'est passé avec les abricots rouges du Roussillon ou Bergeron. Il leur faut 600-800 heures de froid. Ils ne les ont pas eu, ils n'ont pas fleuri cette année. Pas de fleurs, pas de bras, pas de chocolat, bon. Pas de fleurs, pas de fruits. Voilà, pour faire ce parallèle. Et donc vous allez me dire, comme certains climato-sceptiques, bah oui, j'entends bien que l'aire de répartition va évoluer, que la température augmente. Mais oui, la température, d'après le dernier rapport du GIEC et le rapport de l'ONU, on va vers un scénario à plus 3,1 degrés, alors qu'on était censé, avec les accords de Paris, arriver à 1,5. Plus 3,1, vous allez me dire, c'est pas grave, s'il fait 17, il fera 20.
C'est pas si simple que ça. Vous avez ici la Terre à moins 4 degrés. Là, cette zone blanche là, jusqu'à Dunkerque, c'est un glacier à moins 4 degrés. Il y avait des glaciers qui descendaient, c'était la toundra, il y avait des cerfs qui se promenaient ici, des élans, et il y avait des arbres, des sapins ici à La Rochelle. D'ailleurs, La Rochelle n'était même pas au bord de la mer à l'époque. Vous avez ici le trait de côte en bleu à l'époque, et le trait de côte actuel, La Rochelle était dans les terres. La mer était 100 km plus loin. Pour vous dire qu'un changement climatique de 4 degrés, de moins 4 degrés, ça donne ça au niveau de la Terre. Donc un changement climatique de plus 4 degrés, vous imaginez le désert du Sahara, où est-ce qu'il peut arriver? Pas jusqu'à chez nous, je vous rassure, au moins jusqu'en Espagne. Alors j'ai fini sur cette partie climatique et j'enchaîne sur ma partie plutôt agricole. Et on va un petit peu répondre à la question qu'est-ce qu'on mangera en 2050. Je commence sur le saisonnier, puisque vu que le climat évolue, le rythme de production aussi va forcément évoluer. Vous avez ici les dates de vendange. Les dates de vendange à Beaune, du côté de Dijon, entre le 23 septembre et le 3 octobre, depuis 1659. Donc ça fait très 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 longtemps. Ce qu'on voit, c'est que depuis l'industrialisation notamment, on a un réchauffement de l'été, et depuis que l'été se réchauffe, nos dates de vendange, on les fait de plus en plus tôt. En 2003 et en 2022, on les a même fait en août, ce qui n'était jamais arrivé en 4 siècles. Voilà, maintenant on l'a fait 2 fois en un peu plus de 20 ans. Donc nos vendanges avancent, nos cycles végétaux avancent, nos dates d'éclosion des marronniers avancent. Ici, c'est le marronnier officiel de Genève. Avant, le premier bourgeon éclosait, je ne sais pas comment dire en français, je suis libanais à l'origine, je m'en excuse. C'était début avril. Maintenant, on l'observe parfois même jusqu'à mi-février. On a gagné un peu plus d'1 mois sur la date d'éclosion du marronnier officiel. Petit point histoire. Notre marronnier officiel de Genève est vraiment officiel, puisqu'à l'époque des années 1800, avant, dans l'hiver, on n'avait pas les mêmes taxes qu'au printemps. Et pour le passage des taxes d'hiver aux taxes de printemps, oui, c'est ça, il fallait attendre l'ouverture de l'éclosion du premier bourgeon du marronnier officiel. Et à partir de ce moment-là, pour les agriculteurs, on passait aux taxes de printemps. Depuis, vous le savez très bien, nous sommes taxés toute l'année, mais ils ont quand même gardé cette tradition sans savoir réellement à l'époque qu'ils allaient observer le changement climatique. Et c'est le monsieur qui s'appelle un sautier qui fait la maison de ville, donc c'est la mairie de Genève qui fait cette observation. Maintenant, je vais à Kyoto, parce que le changement, il est mondial, il n'est pas que européen. Vous avez ici la date de pleine floraison du cerisier japonais depuis 812, depuis plus de 1000 ans. Donc on observe ces variations climatiques et ces variations de floraison ici, toujours autour de mi-avril. Et après, on a un décrochage où les variations continuent, mais on continue à descendre vers le bas, la différence entre la tendance de fond et la tendance interannuelle. Et donc, on a gagné 15 jours sur la date d'éclosion des cerisiers. Je peux vous faire tout, l'arrivée des hirondelles, le chant des cigales, tout change. En réalité, la mise en pâture de certains animaux, les dates de semis du maïs, tout avance en réalité. Voilà, donc la saisonnalité de nos cultures évolue. Alors vous allez me dire, c'est cool, le printemps arrive plus tôt, je peux boire encore plus de bière en terrasse plus tôt. Ben oui, c'est sympa pour le tourisme. Mais en réalité, pour nos arbres qui sont implantés là et qui vivent ces évolutions progressivement, ils sont complètement déboussolés. Donc ce qui se passe, c'est qu'en 1970-2000, on avait entre le 11 mars et le 11 mai une ouverture des bourgeons et un risque de gel qui diminuait. Donc il y avait toujours un risque de gel. Ce n'est pas dû au changement climatique, c'était un risque de gel naturel de temps en temps. Il y avait du gel sur l'agriculture. Entre 2020 et 2050, ce qu'on observe, c'est qu'on a gagné 2 à 3 semaines sur l'ouverture des bourgeons, mais on n'a perdu qu'1 semaine de gel. Donc la superposition des deux courbes est plus importante en avril. Et d'ailleurs, ça fait 4 ans que début avril, on a des gels importants sur l'agriculture. Donc dans un contexte de changement climatique, malgré le fait qu'il y ait moins de gel, on aura plus de dégâts. Et d'après les scientifiques du World Weather Attribution, en anglais avec mon anglais pourri, eh bien c'est plus 60% de risque de gel avec le changement climatique. Avant, en avril, il faisait -7 sur des bourgeons fermés. On n'en parlait pas. Maintenant, il fait -4, il fait un peu plus chaud sur des bourgeons ouverts. Donc ça fait des dégâts. Donc ça, c'était pour la quantité de produits. Mais ces décalages de cycle interviennent aussi sur la qualité de nos produits. Si vous regardez le vin,
dans le Languedoc-Roussillon. Le degré potentiel d'alcool, il est monté de 11 à 13 à peu près, même 13,5 dans le Languedoc-Roussillon depuis 1984. Notre vin est plus alcoolisé. De même, ici plus proche à Cognac, le degré potentiel du vin a augmenté certes un peu moins, mais il augmente également. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Pourquoi notre vin est plus alcoolisé ? Je reprends un peu le même principe que tout à l'heure sur le gel avec cette figure. 1970-2000, on avait le remplissage des baies qui se faisait en août-septembre. Il s'est décalé en juillet-août sur une période où il y a des sécheresses plus importantes. Alors le remplissage des baies, pour qu'on soit d'accord, c'est le moment où la vigne passe du vert un peu dur, vous savez, et elle grossit pour devenir un petit peu plus violacée ou blanche, suivant les cépages. Elle a besoin d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, le sucre dans ces grappes est plus concentré. Et vu que c'est le sucre qui fait l'alcool, quand on récupère les grappes, le sucre étant plus concentré, il y a plus d'alcool. En fait, cet indicateur que vous voyez ici, c'est l'évolution de la sécheresse à Cognac. C'est un indicateur agroclimatique d'évolution climatique basé sur des végétaux. Voilà pour cela. Toujours sur ce saisonnier, là c'est pour répondre à la question est-ce qu'on mangera de la tomate à Noël en 2050 ? Alors, c'est un peu provocateur, on n'y arrivera pas forcément jusqu'à ce niveau-là. Mais en tout cas, d'avoir des tomates en septembre, en octobre, en 2050, ça sera tout à fait normal. Puisque vous avez ici 1970-2070, la semaine 33, donc le cœur de l'été, c'est le potentiel de croissance de la tomate. Quand vous êtes dans le rouge, comme dans les Alpes, on ne peut pas planter des tomates sur le sommet du Mont Blanc, par exemple. Alors que du côté de la Méditerranée, ici à Valence, à Barcelone, à Montpellier ou en Italie, ou même dans le sud-ouest et même du côté de La Rochelle, on a un potentiel de tomates intéressant entre 70 et 80% de réussite. 70 et 100%, pardon. Dans l'avenir, en 2070, il y a deux choses à voir. La France verdit en été, verdit également dans la cartographie de l'automne, donc la tomate va pousser un peu mieux sur le nord de la France. Par contre, elle jaunit dans la Méditerranée française, mais elle rougit complètement en Espagne. Ça, c'est une désertification. En réalité, la saisonnalité de la tomate va évoluer vers le nord, tandis que l'Espagne va perdre beaucoup de potentiel. Et là, c'est un point positif pour nous, mais négatif pour l'Espagne, c'est qu'on peut reprendre ces futures filières-là en les faisant à la française. Alors, je ne dis pas qu'il faut irriguer comme les Espagnols, qu'on soit d'accord, mais qu'on les reprend à la française et qu'on les adapte pour avoir des filières de qualité de fruits et légumes. Ce n'est pas le cas, c'est pas positif pour toutes les cultures, mais en tout cas, pour les légumes d'été, la ratatouille, c'est le cas. A l'inverse, les légumes du potage, comme le poireau, le chou-fleur ou la salade, ici représentés par la salade iceberg, en 1970-2040, vous avez un rougissement donc, de l'Espagne, vous avez aussi un rougissement de la zone méditerranéenne. La salade perd du potentiel en été, par contre elle le gagne en hiver, même en Espagne, parce qu'il fera plus doux. Donc c'est cette saisonnalité de nos végétaux qui évolue. Quand vous irez en 2050, si vous êtes encore vivant, en 2050 chez le producteur et vous lui direz je veux des légumes de saison, ce ne sera pas les mêmes saisons en fait, ce ne sera pas les mêmes légumes en septembre, en octobre que vous aurez. Voilà, donc on a une évolution de la saisonnalité des cultures. Alors vous allez me dire mais c'est vachement cool, je vais planter des tomates et ça va être réglé, je vais être le roi du pétrole décarboné d'ici là. Par contre, il ne faut pas oublier autre chose, le paramètre maladie. Vous avez ici une évolution des maladies, pareil. Elles vont de plus en plus la semaine 33, le cœur de l'été. Alors elles perdent du potentiel ici en Méditerranée en 2070, parce qu'il fait trop chaud, trop sec. Par contre, elles gagnent beaucoup de potentiel dans le nord-ouest, parce qu'il fera doux et humide. Donc les maladies aussi accompagnent ces végétaux-là, ne les oublions pas. Tout ne sera pas rose sur le maraîchage, même s'ils gagnent du potentiel dans le nord de la France. Alors j'ai répondu le saisonnier. Alors, je vais vous donner plein d'exemples encore. J'en ai au moins 50 à donner. Je me suis attardé sur les plus... ceux que vous connaissez le mieux. Alors, maintenant, je vais parler du local. Parce qu'on a regardé les cultures qu'on connaît. Maintenant, on va regarder le local. Est-ce qu'on mangera à Noël la même chose en 2050 ? Avant de commencer sur l'agriculture, je vais reprendre des éléments de mes amis les forestiers de l'INRA de Nancy en 2004 qui ont sorti cette carte pour 2000-2100 de l'aire de répartition de nos espèces forestières. En rouge ici, pour les années 2000, vous avez le chêne vert méditerranéen, le thym, le romarin, qui est accompagné aussi de l'abricot, de la vigne, du maraîchage, des légumes du soleil, de l'olivier,
C'est la garrigue, la cigale également qui chante. C'est la garrigue qu'on retrouve là. En 2000, cette garrigue, potentiellement, elle pourra s'implanter jusqu'à Lyon, jusqu'aux portes de Bordeaux. On en retrouvera un peu dans le Poitou-Charentes. Et vous voyez l'île de Ré et La Rochelle là, dans leur microclimat. Parce que vous avez un microclimat ici. Vous le connaissez sûrement. C'est pour ça d'ailleurs que vous habitez là. Les retraités aussi aiment bien. Eh bien là, ce petit point, c'est aussi méditerranéen. Par contre, le climat aquitain en orange, lui, il remonte vers l'île, vers Dunkerque et vers le nord de la France, tandis que le climat atlantique, châtaignier, néflier, lui, il s'en va plutôt vers l'Allemagne. Donc l'aire de répartition de nos forêts évolue. Si l'aire de nos répartitions de nos forêts évolue, forcément, nos arbres aussi agricoles vont évoluer. Je commence par la vigne, pour se faire plaisir. Vous avez ici l'aire de répartition des cépages, donc des variétés de vignes. En bleu, c'est plutôt Champagne, Valais, Alsace, Bourgogne, Loire, Pinot Noir, Meunier, Chardonnay, Riesling, Sylvaner, Auxerrois, etc., etc. En vert, c'est plutôt le Bordeaux, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sémillon. En jaune, c'est plutôt la vallée du Rhône, le Pic Saint-Loup, Syrah, Marsanne, Roussanne comme cépage. Ce que vous voyez, c'est que nos vins seront toujours présents en France. Par contre, il faudra absolument en faire évoluer les cépages pour s'adapter du coup à l'évolution climatique par rapport à l'Espagne et au nord de l'Afrique qui, eux, perdent du potentiel. Nous, on le gagne en France et certaines régions s'adaptent comme ils peuvent. On le perd progressivement en Méditerranée française à la fin du siècle. Mais la Normandie, la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais sont déjà en train de planter des vignobles. Et d'ailleurs, certaines grandes maisons de champagne achètent des terres du côté de Londres pour produire le futur, entre guillemets, champagne, parce qu'on ne pourra pas l'appeler champagne vu que c'est une appellation géographique. Donc on a une évolution des cépages, donc ça c'est du positif. Je regarde maintenant l'abricot rouge du Roussillon. L'abricot rouge du Roussillon est présent dans le Roussillon avec 100% de réussite économique ici. Un petit peu du côté de La Rochelle, mais ceci dit, on n'en fait pas beaucoup moins parce que la filière n'est pas implantée. En 2040-2060, ce qui se passe, c'est que l'abricot va commencer à quitter les côtes du Roussillon parce qu'il ne fera pas suffisamment froid pour garantir sa floraison. Et il remonte vers Agen, il remonte vers Nantes, Rennes et puis Laval. C'est-à-dire que du côté d'Agen, le pruneau qui pousse actuellement à Agen, le pruneau d'Agen, lui remonte vers Tours. Et donc on aura peut-être dans l'avenir l'abricot sec d'Agen à la place du pruneau d'Agen qui lui sera peut-être un peu plus au nord. Voilà pour ces évolutions-là. La pomme golden, que vous connaissez certainement, elle, c'était du positif pour l'abricot pour vous, mais la pomme golden, elle va commencer à disparaître progressivement en 2040 parce qu'il fera plus suffisamment froid. C'est une espèce qui a besoin de beaucoup de froid. Donc toutes les espèces évoluent comme ça. Il y a des zones où les espèces vont rester, et là il va falloir les adapter sur le sol, sur les haies, ça on le verra tout à l'heure, mais il y a des zones où les espèces ne pourront plus physiquement s'adapter parce que génétiquement elles ne seront pas faites pour ce type de climat. La patate douce pour le maraîchage pourrait apparaître en 2070 et 1970. La semaine 33, la patate douce, elle aussi, apparaît à condition bien sûr de bien en maîtriser l'eau, qui est un facteur très important. Le pistachier, qu'on retrouve localement ici dans la Méditerranée, de plus en plus du côté de Cavaillon. Il y a des pistachiers de France qui font une filière. Progressivement, il remonte, et notamment, il pourrait s'implanter, mais d'ici la fin du siècle, dans un cadre de réchauffement fort, du côté de La Rochelle. L'olivier, lui, s'implante déjà du côté de Bordeaux, dans les vignes, notamment pour maîtriser le microclimat des vignes, pour maîtriser aussi, pour remplacer, alors ça reste encore ponctuel, mais certains agriculteurs, maïsiculteurs, plantent des oliviers pour réduire leur consommation d'eau. Donc on a des évolutions à la hausse. Je continue dans des choses un peu positives avant de passer plus sur du négatif. La cacahuète, 1961-2071 pour les fans d'apéro, il y aura un peu plus de cacahuètes en France. Le pois chiche pour les fans de houmous, il y aura plus de pois chiches en France. Alors ça c'est intéressant, ça peut rentrer dans les rotations et surtout ils consomment moins d'eau que d'autres cultures à la même période de l'année. Je tiens à préciser en tant que bon Libanais, le houmous n'existe pas en aromatisé bacon ou au poivron, je ne sais quoi. Ça, c'est les Français qui mangent. Et dernier point, le houmous n'est pas un dips pour les chips. Je sais que vous le mangez comme ça, mais c'est une aberration. Nous, on le mange avec de la viande faite au barbecue. Ça me choque de faire ça. Moi, le bœuf bourguignon, je mets pas avec du ketchup, quoi. Enfin, respectez chacun ses traditions, s'il vous plaît. Enfin, quoique, j'en ai peut-être mis une fois. Le maïs grain.
là, je passe dans des choses un petit peu plus négatives. Je voulais vous montrer du positif quand même pour pas trop vous démoraliser. Ceci dit, le maïs grain de 1961 à 2070 qu'on voit dans le sud-ouest de la France et qui commence progressivement à perdre du potentiel de rendement parce qu'il fera trop chaud, trop sec. Alors, le trop sec, on peut l'irriguer jusqu'à une certaine mesure quand même, quand il fait trop chaud. Mais il y a aussi les stress thermiques qui, là, on ne peut pas s'en affranchir aussi facilement. Donc, économiquement parlant, à partir de 2050, le maïs va devenir une aberration climatique dans la région. Ça ne veut pas dire que dans le nord-est de la France, il ne sera pas cultivé, mais en tout cas, progressivement, il perdra de la réalité économique par rapport peut-être à d'autres cultures. Je ne dis pas qu'on est sur une désertification. Alors, je termine sur le local pour parler un petit peu de votre assiette. Ça paraît compliqué, mais je vous rassure, je vous explique cette figure. Je commence par la bière, messieurs. Vous avez ici la bière, là. Vous voyez ? Donc, de 0% à 100% de gaz à effet de serre. Donc, quand je regarde les couleurs, la bière en vert, ici, c'est la chaîne de vente. Et ici, en bleu foncé, c'est le packaging. Qu'est-ce qui pose problème en termes de gaz à effet de serre pour la bière ? C'est le verre. Le packaging est très coûteux en termes de gaz à effet de serre pour le faire, le verre, et ça pèse lourd sur la chaîne de vente dans les gaz à effet de serre. En rouge, ici, c'est les pratiques agricoles qui ne pèsent que 12%. Et on retrouve le transport qui est en jaune, qui ne représente pas beaucoup parce qu'on l'a tellement optimisé qu'il est plutôt faible. Maintenant, je regarde toutes les autres cultures. Vous avez ici en rouge la production, les gaz à effet de serre de la production agricole, et en jaune, les gaz à effet de serre du transport. Alors quand vous me dites j'achète local pour ne pas émettre des gaz à effet de serre, je vous dis c'est plutôt faux, ça dépend de comment c'est cultivé. Qu'on soit clair, même en France, on peut acheter des choses qui ne sont pas forcément respectueuses du climat, mais qui sont faites localement. En réalité, en rouge ici, c'est la façon de produire. La façon de produire vos cultures est plus importante que sa provenance. Ceci dit, le local est bon pour l'économie et les activités, notamment dans un contexte de changement climatique où il faut soutenir nos agriculteurs pour faire des transitions agricoles. Ça réduit la perte de goût des aliments dans le transport, parce que plus le transport est long, plus les pertes de goût sont importantes, notamment pour nos fruits et légumes, et ça favorise les qualités reconnues et les traditions d'un terroir. Par contre, ça ne va pas forcément impacter le climat, sauf si vous regardez la façon dont c'est produit, et ça je regarderai un petit peu plus tard comment on peut améliorer la façon de produire. Je continue sur cette consommation, parce que je voulais parler un petit peu de vos assiettes, et je vais prendre le cas de la viande avant que vous me posiez la question à la fin. Je vous ai mis des éléments de réponse. Il n'y a pas très longtemps, j'ai montré ça à des cadres agricoles et on m'a parlé de pouléification de notre alimentation. Alors ça m'a fait rire. Je ne sais pas si c'est un terme officiel, mais en réalité, on mange moins de viande rouge parce que soit elle coûte plus cher, soit il y a moins de producteurs sur le territoire, malheureusement. Et puis on a plus de volailles qui apparaissent parce que les volailles sont plus maîtrisables et parce que, économiquement parlant, elles peuvent venir, elles viennent parfois de l'Europe de l'Est, en tout cas, de plus en plus. En tout cas, on ne mange pas forcément moins de viande. On a un petit peu moins de viande ici, mais c'est marginal par rapport à la quantité de viande qu'on mange par an. Au niveau du porc, on est plutôt stable. Voilà, en tout cas, il y a une baisse aussi qui est due au fait qu'on mange moins d'abats, le cœur, le foie, etc., les intestins. Dans l'Aveyron, ils en mangent beaucoup, ça j'y étais il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, ici, je pense qu'on en mange peut-être un petit peu moins. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut manger moins de viande pour faire face au changement climatique ? La réponse dépendra de votre métier, en réalité. Si vous êtes nutritionniste, effectivement, on mange trop de viande. Trop de cholestérol, trop de triglycérides, c'est mon cas d'ailleurs, mais pour des raisons génétiques, on a cette problématique de l'alimentation qui est déséquilibrée, de moins en moins de protéines végétales, de plus en plus de sucre rapide et de viande. Si vous êtes climatologue, dans le rapport du GIEC, il est bien indiqué qu'il faut manger 3 fois moins de viande rouge pour diminuer les gaz à effet de serre, parce que c'est les rots qui émettent du méthane et pas l'épée. Les l'épée n'ont rien à voir, c'est les rots parce que c'est là où il y a les bactéries dans le rumen de la vache qui après émettent du méthane. Si vous êtes agroclimatologue, je vous dirais oui, mais n'oublions pas que l'animal est très important pour l'équilibre de la production végétale. C'est-à-dire que si vous êtes agriculteur bio, votre façon de fertiliser les champs, c'est les déjections animales. S'il n'y a pas de déjection animale, vous ne pouvez pas fertiliser votre champ bio. Il y a un équilibre en fait qui se fait entre les deux. Si
Par exemple, on revient sur certaines thématiques parce qu'on a séparé spatialement la production végétale et animale. Mais dans le nord-ouest de la France, j'étais à Rennes il n'y a pas très longtemps, ils font des cultures et entre les cultures, ils font ce qu'on appelle un métail, ce qui permet de protéger d'ailleurs le sol, ce qui permet de stocker du carbone, mais ce qui permet de faire de la nourriture pour les animaux. En plus, en protégeant et en stockant du carbone. Donc en réalité, en tant qu'agroclimatologue, je vais vous donner 2 réponses. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. La première réponse, c'est si vous voulez devenir végétarien, c'est effectivement le régime qui met à peu près 8 à 10 fois, même plus, de gaz à effet de serre qu'un régime où on mange de la viande rouge. C'est le cas, c'est chiffré, c'est comme ça. Donc si vous voulez devenir végétarien, c'est effectivement la seule façon de réduire drastiquement ces gaz à effet de serre. Par contre, je n'ai pas à venir derrière vous et je ne souhaite pas le faire pour vous dire ce qu'il faut faire. C'est un choix personnel, je considère l'alimentation. Si vous voulez continuer à manger de la viande, ne l'achetez pas en plat préparé, ne l'achetez pas du Mercosur, achetez-la française. Parce qu'elle est beaucoup plus nourrie au fourrage. Alors il y a une part de maïs, une part de soja, qu'on soit d'accord, mais il y a une grosse partie de l'alimentation, d'ailleurs la France est une exception dans les pays développés, qui est produite au fourrage. Et le fourrage, lui, permet un petit peu plus de stocker du carbone et émettra moins de gaz à effet de serre qu'une vache américaine ou une vache argentine en stabule, donc dans un bâtiment qu'on lui donne du maïs tous les jours. Donc, si vous voulez continuer à manger la viande, achetez-la française. Et ce n'est pas à moi de venir vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un choix personnel. Alors, je vais entamer le maïs, le blé, et puis les animaux d'élevage. Et puis après, j'ai une petite partie un petit peu plus particulière avant de terminer. Je suis encore dans les temps, il me semble. Alors, j'entame le blé parce que j'aimerais bien faire un peu de géopolitique pour vous montrer que mon métier est beaucoup plus complexe que savoir ce qu'il faut faire à La Rochelle. Alors, le blé. Vous avez ici les rendements du blé depuis Napoléon au travers de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite la Révolution verte. La Révolution verte, c'est ce qu'on a appelé à l'époque le progrès génétique, le progrès mécanique et le progrès chimique. Maintenant, la définition du progrès est en train d'être revue pour intégrer certes certaines notions encore de génétique, chimique et mécanique, mais beaucoup plus de notions environnementales et climatiques. Depuis les années 2000, le rendement s'est stabilisé. Le rendement du blé s'est stabilisé en France pour 5 raisons. Je ne vais pas toutes les détailler parce que ça peut être technique. La première raison est climatique, puisqu'en réalité, vu qu'il fait plus chaud, voire plus sec, voire plus humide, parce que le blé subit les deux, pendant le remplissage du grain du blé, à la fin du cycle du blé, on a des pertes de rendement qui peuvent s'installer. Notamment en 2024, le blé a perdu énormément à cause d'excès d'eau pendant les semis, les moissons. 2016, pareil, des inondations dans les bassins agricoles. 2003 et 1976, c'était plutôt des sécheresses. Ok, donc le blé s'est stabilisé pour d'autres raisons aussi, des raisons plus environnementales, l'interdiction de substances actives et des politiques environnementales pour stabiliser nos rendements et diminuer la pression environnementale de nos produits phytosanitaires, ce qui peut être d'ailleurs une bonne chose dans certaines conditions. Le changement dans les rotations, la baisse de fertilité des sols à cause du changement dans les rotations. On est en train de revenir dessus sur des pratiques agricoles qui permettent de faire remonter le taux de matière organique. Ça ne va pas assez vite à mon goût, mais j'espère qu'on va y arriver dans l'avenir. En tout cas, pour toutes ces raisons, le rendement du blé s'est stabilisé. Les records étant beaucoup plus hauts dans certains pays, les rendements du blé continuent à augmenter, mais à des sacrifices environnementaux qui ne sont pas forcément très bons pour l'avenir. En France, on essaye quand même de trouver un équilibre qu'il faut garder. Alors, d'ici 2050, les rendements du blé vont continuer de progresser. Dans le nord de la France, ici au nord de Nantes, jusqu'à Lille, on aura des rendements du blé qui vont continuer d'augmenter. Bon, là, sur la figure, ils sont en légère baisse, mais en réalité, la plupart des résultats scientifiques montrent des hausses de rendement. Sur la partie centrale, de La Rochelle à Strasbourg, on aura de légères baisses et plus au sud, on aura des baisses plus importantes. Alors vous allez me dire comment ça se fait que dans le nord-ouest de la France, le rendement du blé continue d'évoluer à la hausse. C'est simplement qu'il y a plus de CO2. Alors à partir de maintenant, faites attention à ce que je vais dire et n'interprétez pas mes propos de façon détournée. Le fait qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère fait que notre blé fait plus de photosynthèse, donc plus de remplissage de son grain, donc plus de rendement. On soit d'accord. Par contre, pour faire de la photosynthèse, il faut CO2 plus eau donne le sucre. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas exploiter le CO2. Certains climato-sceptiques sur Internet s'amusent à me dire que le fait qu'on pollue permet de fertiliser nos arbres et nos champs et qu'il faut absolument polluer parce que c'est un slogan réel chez les Américains. Le CO2, c'est la vie.
Alors, je leur dis souvent, te mettrai bien dans une pièce, et je ne veux la mort de personne, je te mettrai bien dans une pièce avec du CO2 en excès. On verra si le CO2, c'est la vie. Oui, alors pour les plantes, effectivement, il faut plus de CO2, plus de rendement. Ceci dit, pour utiliser ce CO2, il faut de l'eau. Ce qui se passe, c'est que dans le nord-ouest de la France, comme je vous ai dit, il y aura plus d'eau au cours de la saison hivernale, donc on pourra utiliser ce CO2 en excès. Dans le sud de la France, il y aura moins d'eau pendant la saison, le printemps notamment. Donc là, on ne pourra pas utiliser le CO2 comme avant, donc il y aura des déficits malgré qu'il y ait un excès d'eau dans l'atmosphère. Donc le rendement du blé dans le nord et dans le sud de la France, il va évoluer à la hausse et à la baisse. Alors, pourquoi je vous parle de géopolitique? Tout à l'heure, je vous ai dit le mot géopolitique. Si je dézoome sur l'Europe, dans le nord de l'Europe, on va avoir une hausse des rendements du blé, dans le sud, une baisse. Grossièrement, il y a quelques petites exceptions. Ceci dit, en Ukraine, en Biélorussie et en Russie, vu qu'il y a moins de jours de gel, la fenêtre de culture s'allonge dans l'année, qu'il y a effectivement plus de variétés qui peuvent s'installer, qu'il y a effectivement fonte du pergélisol et qui peuvent retourner ce sol pour cultiver, ce que je ne souhaite pas bien sûr. Et bien, ce qui se passe, c'est que la Russie, qui était importateur net de blé dans le passé, est devenue le premier exportateur mondial. Et en étant le premier exportateur mondial, je peux vous dire qu'elle fait ce qu'elle veut avec les marchés mondiaux du blé. Ici, la Russie qui commence à acquérir le blé depuis, on a des variations très importantes, souvent reliées à des problèmes russes, annexion de la Crimée, sécheresse en Russie, embargo et invasion de l'Ukraine. La science de l'agroclimatologie n'est pas juste là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut cultiver, où et comment le cultiver. Elle permet aussi de savoir quelles sont les tensions alimentaires qu'il peut y avoir, puisque les prix augmentant et variant, certains pays comme l'Égypte ou le Liban, qui dépendent à 95% du blé mondial, sont obligés d'acheter beaucoup plus cher, ce qui peut provoquer des émeutes de la faim, comme nous avons eu en élément déclencheur en étincelle pour les printemps arabes. C'était à cause de la sécheresse et de l'embargo russe qui ont fait que les prix du pain ont augmenté. Il y a bien sûr d'autres problèmes politiques avant. En 1789 aussi, d'ailleurs, pendant la Révolution, c'est le prix du pain à cause d'un orage de grêle qui est passé dans la Beauce en 1788. Je passe maintenant au maïs. Le maïs, c'est différent. Le maïs se cultive en été, et lui, le CO2, il s'en fout. Quelle que soit la concentration de CO2 atmosphérique, il poussera de la même façon. Vous avez ici une hausse des rendements du maïs depuis 1961, avec une légère stabilisation, peut-être une petite hausse sur les régions, de bonnes années ici en vert, de mauvaises années. Dans le nord de la France, donc ça c'est au-dessus de Nantes jusqu'à Lille, le rendement du maïs va continuer de progresser parce qu'il fera un peu plus chaud. Par contre, au sud de Nantes, et ici vous êtes compris dans cette région, vous avez des rendements du maïs qui vont diminuer. Alors, il y a des études qui sont faites en adaptant les variétés, le sol, les haies, les arbres, pour essayer de mettre des petits pansements pour garder le maïs, mais les stress thermiques deviennent tellement importants que même en adaptant les variétés, alors on a des baisses moins importantes, mais elles sont présentes quand même. En cartographie, ça donne ça, à plus 1,5 à plus 2, irrigué, non irrigué, donc plus 1,5, on a bien des hausses de rendement. Ici, les hachurés, c'est les incertitudes, plus 2, pareil. Par contre, en non irrigué, là, le maïs, ça risque d'être compliqué dans l'avenir, même du côté de La Rochelle. Donc en solution adaptation pour le maïs, je rappelle qu'en agriculture, ce sont des solutions complexes, que si vous voyez un mec sur BFM TV venir vous dire qu'il a fait un OGM formidable et qu'il va sauver le monde de la famine, ne le croyez pas. En réalité, les agriculteurs, ils piochent dans 9 cases. La génétique, ils améliorent, alors je ne parle pas des OGM ici, je parle de l'évolution génétique accumulée depuis des années pour la résistance à la sécheresse, à la chaleur ou aux maladies notamment. L'agronomie, ils vont décaler des dates de semis pour que le blé pousse à une autre période de l'année ou le maïs et évite certaines périodes de sécheresse et de canicule. Il y a l'agriculture de conservation des sols qui est peut-être une très grosse partie de la solution. Ici, moins de labour, plus de couverts qui permet de mieux garder l'eau dans nos sols. Alors ça permet de gagner 5 à 10% d'eau dans le sol suivant le carbone qui s'y retrouve. L'évolution des paysages, les haies, également les arbres isolés, là, notamment pour les animaux d'élevage. Le matériel, donc là on a les réserves de substitution, l'irrigation, jusqu'à une certaine limite cependant. Si on vient me dire qu'on est en train d'irriguer avec une méga bassine ou une réserve de substitution, mais qu'on ne change rien en parallèle à l'agriculture, là je dirais non. Il faut travailler sur différents aspects à la fois, ne pas en faire une maladaptation. La biogéographie pour le maïs est importante vu que la culture perd du potentiel. Le tournesol, le pois chiche peuvent par exemple sur la même période le remplacer progressivement. Tout est dans le progressivement.
c'est progressif l'évolution agricole. Et après, il y a la recherche, le sociétal, le politico-économique, le numérique. Voilà, on peut piocher dans différentes cases. Et je tiens à vous préciser que la meilleure façon d'adapter notre agriculture au changement climatique, elle est ici, c'est la réduction des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Parce qu'il y a un moment, les agriculteurs, ils peuvent bien s'adapter, mais si on continue à polluer avec toute l'économie et la consommation que nous avons, joyeux Black Friday et joyeux Noël d'ailleurs, eh bien, les gaz à effet de serre vont continuer d'augmenter et à un moment, les limites du système agricole seront atteintes. Je termine par les animaux d'élevage et puis ensuite on parlera des prairies et puis on passera sur une session de questions-réponses. Alors sur les animaux d'élevage, je sais que vous en avez ici, il y a 2 problèmes. Là, c'est du négatif plutôt. Il y avait un peu de positif avant, mais plus j'avance, plus je tombe dans le négatif. Alors là, il y a du négatif, parce qu'en fait, les animaux d'élevage, ils vont être concernés à la fois par leur alimentation, la prairie, et aussi par les stress thermiques sur leur corps directement. Je commence par la prairie. Ça, c'est une thèse, c'est ma thèse, je l'ai faite sur l'impact du changement climatique sur la production fourragère en Poitou-Charentes. Donc je suis pile dans le sujet. Je fais que restituer ma thèse et vous êtes mon jury. Vous avez l'air plus sympathique qu'eux cependant. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc petit 1, ici, vous avez une évolution vers un caractère plus précoce de la reprise prairiale. En gros, nos prairies vont commencer à pousser plus tôt parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a du CO2 et parce qu'il fait doux. Donc les animaux, on peut les sortir plus tôt à condition que le sol ne soit pas gorgé d'eau pour éviter le piétinement. Je crois qu'à Strasbourg, on a gagné 1 semaine ou 10 jours sur la date de sortie des animaux. De même, en automne, on pourra laisser les animaux un peu plus tard, sauf s'il y a des excès d'eau. Petit 2, ici, vous avez un pic de production printanière qui sera plus tôt et plus fort, mais aussi plus court, puisqu'on aura du CO2, on aura de l'eau, on aura de la douceur. La prairie va pousser. Mesdames et messieurs, si vous avez un jardin, vous devez le tondre plus souvent au printemps parce que l'herbe va pousser. Par contre, on aura un déficit estival, la région va jaunir en été, et là, il n'y aura pas forcément de fourrage dans certaines années pour nos animaux d'élevage. Ça a été le cas en 2022 dans certaines régions, je tiens à le préciser. Alors, en solution adaptation pour cela, on travaille notamment sur la gestion des stocks de fourrage. L'excès du printemps, on le redistribue l'été. Et ensuite, on travaille sur des métailles. Alors là, c'est technique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais par exemple, entre 2 cultures, on peut planter, comme je vous l'ai dit, des cultures pour donner à manger aux animaux. Ce n'est pas des cultures qu'on va récolter. On peut mettre du pois, du blé, mais on va le faucher à la fin pour le donner à manger aux animaux. Et là, ça a 4 utilités climatiques. Premièrement, du fourrage pour les animaux en stock quand il y a des problèmes. Le couvert végétal, c'est-à-dire qu'il y a de l'ombre, il y a des végétaux qui poussent, qui protègent notre sol, qui évitent l'érosion, la perte en vie des sols, et puis le soleil qui tape dessus. La structuration des sols, d'avoir des végétaux, des racines, ça permet de bien structurer son sol, notamment pour les machines qui doivent rentrer ensuite dans les parcelles. Et le plus important, c'est le stockage du carbone. Donc là, c'est de récupérer ce carbone de l'air et de le stocker dans nos végétaux. Voilà pour ces adaptations. Il y a d'autres types d'adaptations, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Deuxième point pour nos animaux d'élevage, c'est également le stress thermique qui peut avoir sur directement le corps des vaches, ou le corps des humains, ou le corps des écureuils, ou le corps de tous les animaux qui vivent dehors, qui ont une température corporelle régulée. Ce n'est pas le cas des pucerons, des criquets. Tout ce qui a une température corporelle régulée, nous 37,5, la vache c'est moins, eh bien on dépense de l'énergie de plus en plus pour réguler notre corps quand il fait trop chaud. On ressent la température et l'humidité. Plus il fait chaud, plus il fait humide, plus le stress thermique sur les animaux d'élevage va être important jusqu'à la mort. C'est la même, je ne fais pas du catastrophisme, c'est la même chose pour l'humain. S'il fait trop chaud, trop humide, trop longtemps, vous pouvez risquer des risques de mort. C'est ce qui se passe par exemple de plus en plus en Inde ou dans certains pays où on ne pourra plus forcément vivre à cause de l'humidité et de la chaleur. Alors à court terme, qu'est-ce que ça fait pour les animaux? C'est que vu qu'ils ont moins d'appétit et que l'énergie corporelle est redirigée vers la régulation de la température, eh bien on va avoir une perte de production, là, donc des pertes économiques, mais aussi un mal-être animal. Donc on a à la fois les écolos et les producteurs qui ne sont pas contents. Donc il faut trouver des solutions. À long terme, cette fois-ci, le mal-être animal va être encore plus marqué. Vous savez qu'une canicule qui dure un jour, il fait chaud. Mais si elle dure 2 semaines,
vous êtes fatigué à la fin. On appelle ça la fatigue corporelle à cause des canicules. Donc on peut avoir des problèmes de mamite, inflammation mammaire, des problèmes de boiterie au niveau des genoux parce que les vaches restent plus longtemps debout, et au niveau des défenses immunitaires en baisse parce que leur corps se fatigue, et des baisses de performance au niveau de la reproduction, donc des impacts économiques importants. Ici, vous avez Saint-Laurent-de-Cognac, l'évolution du nombre de jours stressants en termes de chaleur pour les vaches laitières. En bleu, c'est les stress faibles qui n'ont pas d'impact économique ou sur la santé des animaux. En orange, c'est les stress modérés qui augmentent beaucoup. Et en rouge, les stress forts qui ont des impacts économiques et sur la santé des animaux forts. Donc on voit bien que ça augmente progressivement tout le long du siècle, donc une multiplication par 2 des problématiques. Ceci dit, quand je compare par rapport à la perte de production estivale de lait en 1970 et en 2070, ici on était inférieur à 10%, on le sera supérieur en 1970, mais là, entre Angoulême, Périgueux, Bordeaux, Toulouse, là on aura tellement de problématiques au niveau de la production laitière, bon déjà qu'on n'a pas trop de vaches laitières dans ces plaines-là, ce sera impossible dans l'avenir par rapport au stress thermique. On pourrait passer à la production de viande, ou alors la production ovin caprin qui résiste mieux aux fortes chaleurs. Voilà pour les vaches laitières. En solution adaptation, le principal aspect d'adaptation est le bâtiment d'élevage. Brumisation, ventilation, circulation de l'air, donc de la mise aux normes, qui demande aussi des financements de la part des banques et des États pour les mettre aux normes, qui ne peuvent pas être soutenus que par les éleveurs, qui, je tiens à le préciser, ne sont pas assez rémunérés, c'est l'une des catégories les moins rémunérées des producteurs. L'arbre autour des bâtiments aussi pour protéger, ombrer nos bâtiments, mais aussi la sylvopastoralisme, les haies et les arbres isolés, donc la gestion des paysages qui est très importante. Et c'est d'ailleurs ma dernière partie, puisque j'en ai toujours pas parlé, de notre sol et de nos arbres, qui sont peut-être pour moi 50% de la solution au changement climatique. Les paysages sont une solution. J'ai beaucoup parlé de génétique, de sol, d'irrigation, etc., etc. Pour moi, il y a aussi la gestion des paysages qui est importante. Vous avez ici un paysage nu qui a été simplifié, donc moins de murets, moins de haies, moins de forêts parfois, plus de Leclerc, plus de carrefours, plus de bétonisation. C'est un paysage en fait qui a été simplifié pour des raisons à l'époque qui étaient nécessaires pour éviter les risques de famine, pour structurer notre agriculture. Maintenant, on peut, je pense, revenir un petit peu dessus. Donc sur ce paysage nu, dès que vous mettez une goutte d'eau, cette goutte d'eau va plus rapidement aller vers le cours d'eau parce qu'il y a moins d'obstacles qui la retiennent. Là, vous avez un paysage beaucoup plus complexe. Dans ce paysage beaucoup plus complexe, il y a des haies, il y a des cultures qui ne sont pas forcément dans le sens de la pente pour éviter les effets toboggans. Bon, il y a des routes qui peuvent couper aussi la route. Il y a des choses qui... Bon, la paille dans les parcelles, pour moi, ce n'est pas forcément le plus utile. Il y a quelques réserves, pas de nappe phréatique, mais de l'eau d'écoulement. Il y a aussi des baissières, c'est des petits fossés qu'on a pour retenir l'eau. Des citernes, ça pour les feux de forêt, etc., etc. Donc là, en fait, on maîtrise l'eau sur le paysage sans non plus la couper, qu'elle n'arrive plus au ruisseau. Ça permet de cultiver l'eau, la ralentir, la répartir, l'infiltrer, la stocker. C'est le principe de l'hydrologie régénérative. La gestion des paysages par rapport au relief et la course de l'eau. J'en parle aussi mais c'est des solutions qui sont moins abordées dans les médias à ce sujet-là, et donc des solutions qui pour moi, sont tout à fait importantes. Alors cette figure vient de Permalab, pour ceux qui connaissent. Alors ça donne des paysages un peu particuliers. Moi, j'appelle ça un circuit Mario Kart pour tracteurs. Voilà. Mais ça, je pense que c'est des parcelles d'essai avec des petites rigoles ici qui permettent de récupérer l'eau. Les rigoles sont sur des niveaux d'altitude. Le découpage n'est pas seulement sur le cadastre, c'est sur le même niveau d'altitude. Là, vous avez des parcelles d'arboriculture ou de viticulture avec des petites rigoles qui permettent d'avoir un effet escalier au lieu d'avoir un effet toboggan. Voilà. Donc, alors, je ne dis pas que c'est adaptable à les parcelles ici, à La Rochelle, on va faire ça. Non, c'est juste de se mettre dans la tête que la maîtrise du paysage, des arbres, des haies, des réserves d'eau, d'écoulement de surface, etc., ça peut aussi être une solution d'avenir. À Cognac, par exemple, alors j'ai pris des exemples, mais ce n'est pas forcément Cognac parce qu'il n'y a pas de montagne. Mais là, par exemple, on a à la fois des cultures en étage, mais en plus avec des arbres. Donc on maîtrise le microclimat de la parcelle, on coupe le vent, on protège du soleil avec des arbres. De plus en plus dans nos vignobles de la France, ce n'est pas le cas ici, pas encore du moins. De plus en plus, on plante des oliviers ou des abricotiers
dans nos rangs de vignes pour maîtriser le microclimat, rafraîchir un petit peu, couper le vent et en gros maîtriser donc ce microclimat. Alors je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faut à Cognac, mais c'est juste par le principe que le paysage peut permettre aussi de ne pas accentuer l'effet du changement climatique sur nos cultures. Et dernière diapositive, l'agriculture de conservation des sols. Nos sols, j'en ai déjà un peu parlé. Bien sûr, c'est adapté suivant les types de sols, suivant les types de cultures, suivant les microclimats, suivant les régions. Mais le fait de plus en plus couvrir nos sols est une des solutions au changement climatique. Premier point, d'avoir un sol vivant. C'est un sol qui est une solution pour les excès et les déficits d'eau, dans une certaine mesure. Quand il tombe 800 mm en 24 heures, même l'agriculture de conservation de sol a des problématiques. Ici, entre un groseille et un blé, vous avez un couvert. Ce couvert, il peut soit servir à l'animal, soit être détruit par la suite et le laisser sur la parcelle pour fertiliser progressivement le sol. On peut mettre des légumineuses qui fertilisent naturellement nos sols. Voilà, donc la maîtrise du microclimat, le vent, l'ombrage, tout ça, ce sont des solutions aussi d'avenir qui ne sont pas que de la génétique ou de l'irrigation, mais c'est de la maîtrise du microclimat. Et sur cette façon de maîtriser le paysage, je vous diffuse cet orage que j'ai pris le 4 août 2020 à Cannes, un orage isolé au sud de la mer Méditerranée, avec sa planète et ses quelques étoiles qui se promènent ici. Donc cet orage du 4 août 2020 à Cannes, j'ai pu tirer cette photo avec son extra nuageux. C'est un éclair qui sort du haut du nuage et qui tape en dehors du rideau de pluie qui est ici, avec son alimentation en énergie ici en chaud, et qui vient ici exploser avec le rideau de pluie qui tombe, donc c'est l'air froid qui redescend. Et cette photo d'orage du 4 août 2020, au concours mondial de la photographie de paysage et de météorologie, qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de photographes professionnels du monde, elle a été élue plus belle photo du monde. Voilà. Alors, Jam, merci pour votre attention. Il y a un temps de questions. Il y a des micros qui vont tourner dans la salle. N'hésitez pas à poser vos questions, que ça aille dans mon sens ou que ça n'aille pas dans mon sens. Le but aussi n'est pas de me brosser dans le sens du poil. Et j'en ai beaucoup. Bonjour, déjà merci, c'était passionnant. Ici, on a aussi un gros volet maritime avec l'ostréiculture, la mytiliculture. Je ne parle pas trop de la pêche parce que c'est un petit peu différent aussi. Mais est-ce que vous avez des éléments là-dessus, sur les perspectives à long terme ? Voilà, merci. Alors, on en parlait justement tout à l'heure. Ce que je présente dans mes diapositives, c'est les choses que je connais. Si je n'ai pas forcément présenté des choses, c'est pas que je veux les cacher, c'est juste que c'est des choses que je n'ai pas forcément étudiées. Alors déjà, j'ai fait de la production animale, végétale, arboricole, viticole, donc c'est assez complexe déjà à tout traiter. Sur la production agricole, j'ai quelques éléments cependant. J'ai 2 éléments. Le premier est la remontée du niveau de la mer, qui est une des problématiques d'ailleurs importantes, pas tout de suite, mais plus tard dans le siècle, on pourrait atteindre jusqu'à un demi-mètre de remontée, ce qui pose des problématiques ici à La Rochelle, notamment au niveau des marais et de la rentrée du sel dans ces marais qui pourraient infertiliser, nos sols agricoles et nos sols marécageux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est plutôt sur la température de l'eau. Quand vous allez du côté du bassin de Thau, donc vers Sète, Montpellier, on a beaucoup de problématiques de virus et de bactéries qui me semblent prolifèrent de plus en plus avec la température de l'eau qui monte. Et il me semble, mais j'en suis pas sûr parce que c'est pas mon domaine, c'est moi. Oui, c'est vrai, nous avons, j'ai oublié de vous le dire, nous avons aujourd'hui une dessinatrice qui dessine en direct la conférence et qui du coup passe ses dessins ici dans le diapositive, donc on pourra l'applaudir et la remercier tout à l'heure. Et du coup, je disais quoi ? Je parlais... Oui, la température de l'eau qui monte, ce qui pose des problématiques de croissance aussi pour nos huîtres. C'est ce qu'il y a. Et des problématiques aussi de maladies. Voilà. C'est les seuls aspects que je connais sur cette production-là. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais n'étant pas un spécialiste du milieu, je ne pourrais pas approfondir ces sujets. C'est représentatif, non ?
Bonjour. Bonjour, Patrick Chauvet, exploitant agricole. Il en reste quelques-uns quand même. Déjà, permettez-moi en effet, comme tout le monde, d'avoir relativement apprécié, et en tant qu'agriculteur, je partage tout à fait vos conclusions. Alors, deux petites questions. La première, vous y avez partiellement répondu avec l'augmentation de la salinité. Il est vrai qu'on le constate de plus en plus, alors entre l'élévation de l'eau de mer bien sûr, et puis les périodes peut-être justement plus sèches. C'est vrai que sur les cultures de maïs, ce qui se développe au départ de la végétation, et bien ensuite très vite il y a un effet, à la fois le stress thermique et bien sûr ce taux de salinité qui fait que c'est le double effet sur la plante. Bon, mais ça vous avez déjà un peu répondu. La deuxième chose par rapport à l'élevage et également sur le végétal, c'est l'effet du stress. Parce que, comme vous avez bien montré dedans, il y a un stress, je dirais, qui peut être léger. Donc là, c'est de l'ordre du confort de l'animal, par exemple. Mais après, on a également des stress beaucoup plus importants. Et là, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que les dégâts qui sont faits, malheureusement, ils vont rester pratiquement tels quels. Alors ça, par contre, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que bien sûr, c'est la notion essentielle. C'est-à-dire si on ne peut pas avoir de retour sur ce stress. Alors sur la salinité, vous n'aurez pas de retour. Le sel, quand il s'incorpore dans des terres agricoles, il nettoie les bactéries aussi. Donc le sol perd de sa vie. Et à ce moment-là, ça devient compliqué. Ça, c'est une des problématiques majeures ici dans le département par rapport à cette remontée du niveau de la mer. Et ensuite, je voulais savoir sur quel stress vous parlez. Sur le végétal, sur l'arbre, sur la vache. Vous parlez des stress de non-retour, c'est ça ? Je vois. Alors le maïs, j'en ai un petit peu parlé justement, c'est ce dépassement de limites physiologiques de résistance, ces fameuses que je parle parfois sur les réseaux. Par exemple, le maïs, au-dessus des 35 degrés, il y a des problèmes de pollinisation, on fait moins de grains. Au-dessus des 40 degrés, il n'y a plus de croissance. Au-dessus de 42, on peut perdre la plante. Et là, elle ne va pas reprendre. Une vache, au-dessus de certaines températures, elle va mourir. Donc là, on ne va pas la reprendre non plus, sauf si vous êtes Jésus. Ensuite, on a d'autres problématiques. La tomate, par exemple, au-dessus de 35 degrés, on perd les fleurs. Si on perd les fleurs, on perd de la production. Ça ne repoussera pas, sauf un petit peu plus tard, ça reprendra 2-3 semaines après, mais en gros, ça fait un gros déficit de production. L'exemple le plus célèbre, malheureusement, c'est celui de l'huile d'olive. L'huile d'olive en Andalousie en 2023, elle a eu moins 50% de perte de rendement, alors que pourtant l'Andalousie fait 50% de la production mondiale. C'est pour ça d'ailleurs que l'huile d'olive coûte beaucoup plus cher depuis. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 38,8 degrés à Cordoue fin avril 2023 pendant la floraison de l'olivier. Et là, c'est un point de non-retour. Les fleurs tombent et elles ne vont pas refaire de fleurs. Donc là, c'est un exemple de ce que vous dites. Et effectivement, ces stress importants, je les incorpore dans le maraîchage, dans mes études, les excès, les déficits pour la mortalité de la plante. En gros, elle meurt, elle ne reprendra pas. Je les intègre dans les études pour les arbres aussi, de la biogéographie que vous avez vue. Mais c'est une problématique qui devient de plus en plus importante et c'est pour ça, en partie, que le maïs perd du potentiel ici. C'est qu'on dépasse de plus en plus sa limite de résistance physiologique et que malgré les évolutions génétiques, à un moment, on ne pourra pas aller plus loin que la génétique du maïs et du coup, c'est pour ça qu'il perdra beaucoup de potentiel. Le maïs, c'est 30,8 degrés sa température optimale. Le pois chiche, c'est un peu plus haut, je crois que c'est à peu près 31. Le tournesol, c'est à peu près aussi un petit peu plus haut, 31 peut-être. Le sorgho, c'est 33 à 34 degrés sa température optimale. La laitue iceberg, c'est à peu près 21. La tomate, c'est 26. Le poireau, c'est 19. Vous voyez, en fait, ces températures optimales font un espèce de gradient breton jusqu'à la Méditerranée. Et c'est pour ça que les aires de répartition évoluent, parce que ces températures optimales sont de plus en plus dépassées, qui fait qu'on a des points de non-retour pour certaines plantes. Un poireau, une tomate qui subit 35 degrés, 35, même 40 pour la tomate, ils ne vont pas repousser magiquement derrière. Voilà. C'est une perte économique sèche qu'on ne peut pas forcément éviter de quelconque manière. Oui, Alain Robin, agriculteur. Donc, à la fin de votre exposé, vous nous avez décrit un assolement, colza, couvert, blé, couvert, orge d'hiver, couvert et culture de printemps de mémoire.
Donc nous, dans nos sols peu profonds, c'est déjà compliqué de faire naître un couvert. Je vois votre question. Pardon ? Je vois votre question. Voilà. En gros, vous avez des problématiques d'implantation du couvert parce qu'il fait trop sec à la sortie de l'été ou dans d'autres Puis périodes. alors, entre un blé et un colza, un blé que vous allez récolter la première quinzaine de juillet Oui. et un colza que vous allez semer la première, autour du 15 août, c'est quand même compliqué de faire C'est pousser impossible. quelque chose. Alors, j'ai étudié les... J'ai pas fini, monsieur. Excusez-moi. Ah, allez-y. Et donc, on est très courtisé par les méthaniseurs pour faire des couverts végétaux sur la période hivernale, notamment des seigles forestiers, des choses comme ça. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça vaut le coup d'enfouir, de vendre, quand on voit les prix qu'ils proposent, de vendre aux méthaniseurs le couvert végétal, ou est-ce que c'est mieux de le laisser totalement dans le sol? Ou de le donner à manger aux animaux. Si on n'a pas d'animaux. Oui. Alors, ça dépend des cas de figure. Je ne peux pas non plus vous dire, suivant les cas de figure, je ne connais pas non plus très bien parfaitement votre territoire autour de votre parcelle. Alors, sur les couverts végétaux, je ne sais pas si je l'ai dit à un moment, je ne dis pas il faut faire des couverts végétaux, il faut tendre vers des couverts végétaux. Par exemple, il ne faut pas faire du non-labour, il faut faire du non-labour ou il faut tendre vers du non-labour. Suivant les types de sols argileux, parfois on ne peut pas faire de non-labour. Ou le bio, par exemple, ils ne peuvent pas faire du 100% non-labour. De même, il faut tendre vers du couvert végétal. Donc absolument au maximum couvrir nos sols. Mais si à un moment l'été est trop sec et quand vous plantez votre couvert, il ne pousse pas, là il n'y a pas de solution magique. Et il faut comprendre aussi au niveau administratif, quand on a des obligations de date ou de semis, qu'il faut les adapter aussi en fonction des territoires. Pour moi, c'est compliqué de généraliser une solution dans le nord-est, dans le sud-ouest, dans le nord-ouest de la France et le nord-est. Enfin, il y a des évolutions climatiques qu'il faut prendre en compte dans nos particularités administratives. Voilà, donc s'il y a un couvert qui ne peut pas pousser, vous n'allez pas faire de la magie non plus. Voilà. On peut laisser l'adventice. Après, vous avez le problème, c'est qu'il y a des graines qui peuvent... on peut les détruire après, oui. Voilà, mais dans tous les cas, le couvert est quand même mieux que les adventices. Ceci dit, si vous ne pouvez pas en faire, vous ne pouvez pas en faire. C'est le cas notamment dans le sud de la France, on ne peut pas toujours couvrir nos sols. Premier point. Deuxième point, je vais échelonner la réponse, parce que pour moi, il est plus intéressant de faire des couverts végétaux pour donner à manger aux animaux et éviter des problématiques. Après, si vous n'avez pas de producteur animal dans le coin pour des échanges, vous ne pourrez pas faire mieux. Donc pour moi, la première solution, c'est ça. Après, on peut regarder le méthaniseur. Par contre, et là je suis clair, si le méthaniseur est là pour récupérer, le méthaniseur c'est pour faire de l'énergie et du gaz vert, pour ceux qui ne savent pas. On met des végétaux, ça fait du gaz pour faire du gaz vert, pour rouler au biogaz. Ça peut être intéressant pour les restes de cantine, les coupures de végétaux de ville, quand on taille, etc. Ça peut être intéressant. Par contre, de plus en plus, on voit des agriculteurs qui, voyant que le prix du méthane est important, ils vont mettre toute leur production, parfois de maïs, dans ce méthane, alors qu'à côté, on a des vaches laitières qui n'ont rien à manger. Ça s'est produit en 2022, on avait ces problématiques-là. Donc pour moi, le méthane est intéressant à condition qu'on ne pousse pas à l'extrême et qu'on ne fait pas de l'énergie à la place de l'alimentation. Voilà. Ça peut être une idée intéressante et ça l'est à condition de ne pas dénaturer son fondement pour se tourner vers un aspect économique comme on sait le faire. Voilà. Je ne sais pas si je réponds parfaitement à votre question, mais c'est un peu mon point de vue à ce sujet. Oui, bonsoir. Je suis là. Merci pour cette conférence. Vraiment très intéressante. Moi, j'ai juste je suis un peu étonnée que vous soyez passé assez rapidement sur le côté carné de notre alimentation. Vous avez dit oui, effectivement, pour un nutritionniste, c'est pas bien. Enfin, c'est pas idéal, évidemment pour la santé non plus. Mais du coup, par rapport à l'impact carbone quand même de ce qu'on mange, il me semble que l'impact quand on mange, alors évidemment du bovin, moins sur du porc et encore moins sur du poulet, ça a quand même un impact. Et donc, votre diapo, elle est passée très vite et j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment mis comment dire,
que vous ayez présenté le véganisme, enfin, être végétarien comme une solution, globalement réduire notre consommation de viande. Alors, il est vrai que d'habitude, j'ai des diapos plus fouillées, notamment celle du rapport du GIEC, qui montre bien l'évolution. Par contre, si dans ma diapo, j'ai bien la distinction entre le régime végétarien, qui fait largement moins de gaz à effet de serre, et le régime carné. C'est juste que, entre nous, nous qui sommes peut-être un petit peu plus informés sur ce sujet, je vous dirais, c'est très bien de manger végétarien, manger moins de viande, je peux vous en féliciter, de même pour moi. Mais par contre, il faut savoir qu'au niveau sociétal, c'est complexe quand on veut toucher beaucoup de personnes, notamment quand je passe sur BFM TV aussi. C'est complexe parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas du tout entendre ce sujet. Et donc j'essaye de trouver deux solutions, ceux qui sont convaincus, qui peuvent réduire la viande, et ceux qui ne veulent pas, au moins leur donner quelques pistes pour réduire cette quantité de viande. Je ne peux pas militer à 100% pour le véganisme comme on pourrait le faire, puisque le problème c'est que une certaine catégorie de la population que je souhaite toucher également ne m'écouterait pas. Et c'est pour ça que j'essaye, dans ma conclusion, de dire c'est votre choix, mais il y a des solutions dans les deux choix. Si vous voulez réduire, continuer à manger de la viande, achetez-la au pâturage. Ça quand même émet moins de gaz à effet de serre. Mais bien sûr que la solution en réalité est de largement limiter notre consommation de viande rouge. Peut-être manger plus de poulet, plus de porc, à voir dans les conditions dans lesquelles ils sont produites et surtout dans quel pays. Mais voilà, c'est pour essayer quand même que les gens m'écoutent sans non plus, parce que tout le monde n'est pas aussi convaincu que vous et moi. Oui, bonjour, Guillaume Krabal. Je m'occupe d'un dossier simple à l'agglomération, puisque c'est celui de la question de l'eau. Et j'ai besoin juste d'un conseil par rapport à ce que vous m'avez dit, là, ce que vous avez dit aujourd'hui. À mon sens, la solution ne peut être que collective et partagée. Donc il faut qu'on réussisse à travailler, à réfléchir ensemble. Et aujourd'hui, on a deux mondes qui s'opposent complètement et qui ont du mal à discuter ensemble. Et vous avez réussi à parler à la fois aux agriculteurs ou aux associations environnementales. Donc quel conseil vous auriez à donner pour que nous puissions vraiment travailler ensemble sur l'adaptabilité et sur la préparation de l'avenir ? C'est une question complexe. Alors, moi, j'aime bien montrer les chiffres scientifiques, rester factuels et donner le choix dans les réponses. Alors, bien sûr, je les oriente un petit peu parfois sur l'agriculture de conservation des sols, les paysages, j'en ai fait une partie spécifique, mais j'ai quand même donné le choix dans les 9 solutions qu'il y avait pour l'agriculture. C'est-à-dire que de plus en plus, qu'on observe, que ce soit au niveau agricole ou au niveau écolo, on observe une polarisation des débats qui est beaucoup menée aussi par les médias. Quand on m'invite sur BFM TV en été régulièrement, on me dit: est-ce que vous êtes pour ou contre les bassines? Est-ce que vous êtes pour ou contre les OGM? C'est plus simple à répondre. Est-ce que vous êtes... enfin voilà, c'est toujours est-ce que oui ou non. Et si tu réponds peut-être, là ça devient ennuyant, quoi. On veut plus t'écouter. Parce que tu sors des chiffres, tu nuances. Mais en agriculture, c'est toujours une solution de compromis, en réalité. Et qu'on aille dans un extrême de productivisme sur nos sols, sur nos haies, dans le nord de la France, on en retrouve à la coordination rurale, on en retrouve également, je peux vous dire qu'ils m'insultent allègrement sur les réseaux sociaux. Non, qu'on aille dans cet extrême-là. Et qu'on aille aussi dans l'extrême, parfois idéologique, sur la décroissance agricole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, là je critique un petit peu moins, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a quand même des problématiques. C'est que si on baisse notre production agricole en verdissant l'agriculture, ce qui est pour moi très bien, à la réalité, c'est la consommation derrière. Si le consommateur français, ici vous êtes peut-être plus averti, mais la moyenne française, c'est pas le cas. Si le consommateur français, vous réduisez par exemple par 2 vos vaches laitières, vos vaches à viande, pour diminuer les gaz à effet de serre, ce qui est bien en soi. Par contre, si le consommateur, il consomme toujours autant de viande, on aura diminué notre consommation de viande française, notre production, mais on l'importera d'ailleurs. Et en réalité, c'est qu'il faut entraîner toute la société dans ce cadre-là. Et je pense que la société, c'est compliqué de parler avec une polarisation des débats. Et malheureusement, quand on parle sur la nuance, la plupart des personnes n'écoutent plus, parce qu'il faut du oui ou du non et du clash, et c'est pas le cas tout le temps. Voilà, donc
Je pense qu'il est possible que les écologistes, les écolos, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, parlent au productivisme ou à l'agriculture, ou je ne sais pas comment on pourrait dire aussi. C'est faisable à condition de s'écouter et de rester factuel, quoi. Il y a des pas à faire dans les deux sens. Voilà, mais en réalité, quand je vais dans les réunions agricoles, ça m'arrive, demain je fais les bio à Angoulême, production bio, donc là je vais plus parler de maladies, d'accessibilité des parcelles, de labour, enfin des trucs techniques, parce que je suis à la chambre d'agriculture. Eh bien, ils m'écoutent aussi, et parfois dans la salle, il peut y avoir... Il y a 3 jours, j'étais chez les vignobles nantais, à Nantes. Il y avait les maraîchers de Nantes avec les anti-maraîchers de Nantes dans la même salle. Je me suis dit, oh putain, ça va être horrible. Et puis ils avaient peur que la coordination rurale vienne bloquer le lycée, enfin c'était le bordel. Et finalement, ça s'est très bien passé. Parce que j'ai essayé de trouver un consensus dans les décisions. Voilà, alors les serres chauffées, je ne vais pas dire oui, qu'on soit d'accord. Par contre, les structures sans serre exposées à tous les vents et à toutes les maladies, ça aussi, il faut trouver un compromis. Les serres tunnels peuvent être intéressantes si elles ne sont pas chauffées, ça protège la culture. Par contre, si vous la chauffez, non, je ne suis pas forcément d'accord. Faire du hors-saison, quoi. L'évolution des pratiques et du goutte à goutte, etc. pour l'irrigation, oui, je suis d'accord. Par contre, les réserves d'eau pour l'irrigation sans réfléchir sur le sol et les haies, là, je ne suis pas d'accord. En fait, il faut trouver un juste milieu. Cette juste milieu, il existe, c'est juste qu'il faut savoir s'écouter. Et dans une société polarisée où le clash est le meilleur, on le voit dans nos politiques, on ne s'écoute plus. Alors dans certaines réunions agricoles, on s'écoute, mais on a l'impression que, vu nos politiques et vu parfois certains réseaux sociaux, que plus personne s'écoute. Alors c'est quand même moins clash dans les réunions agricoles. Il y a un poste de Premier ministre à prendre ce soir, si ça vous intéresse, serait bienvenu. Alors j'ai déjà été à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le problème, c'est que les chapeaux sont interdits pour des raisons d'attentat. Donc, je ne pourrais physiquement pas être ministre vu que je ne pourrais pas porter de chapeau. Voilà. Et puis, un ministre dans cette tenue vestimentaire, je pense que là, ça va être un peu compliqué. N'oublions pas qu'on a un électorat qui est un peu particulier. Merci beaucoup déjà pour votre intervention. C'était vraiment très très riche et passionnant. On comprend bien sur la possibilité d'adapter des plantes annuelles, d'adapter des cultures en fait qui changent entre les années, mais sur des arbres en fait qui ont des durées de vie de 25-30 ans, à un moment entre arriver trop tôt avec une solution qui ne va pas fonctionner ou arriver trop tard et avoir un arbre qui va crever avant d'être productif, ça semble beaucoup plus compliqué en fait. C'est plus compliqué, et vous avez raison. Et ça, c'est la principale problématique. En réalité, il y a du positif, par exemple l'abricot rouge du Roussillon qui remonte. Mais quand est-ce qu'on le plante, cet abricot? Si vous le plantez maintenant, c'est trop tôt, il va fleurir trop tôt, il va geler. Si vous le plantez en 2050, c'est trop tard, parce que le temps qu'il pousse et qu'il soit productif, il fera beaucoup trop chaud. Et en plus, les racines, le temps qu'elles aillent en profondeur, et il y aura des problématiques de sécheresse. En réalité, ça fait partie aussi de mes métiers. Il faut trouver le juste moment. Et ce juste moment, il est compliqué à trouver. Parce que vous aurez dans tous les cas pour l'arboriculture une période bâtarde. Une période entre l'arbre qui est adapté et l'arbre qui n'est pas adapté. Un abricotier, il fera de bonnes années, de mauvaises années. Mais progressivement, d'ici 2050, il fera de meilleures années. Le pommier que vous avez maintenant, si vous le plantez maintenant, il fera encore de bonnes années. Mais progressivement, il y a des probabilités qu'ils en fassent de moins en moins. Donc vous aurez cette période de transition où pour trouver cette solution, il ne faut surtout pas arracher tous nos vergers d'un coup et planter la variété du futur, parce que là vous mettez vos œufs dans le même panier. Il faut, dès qu'il y a il faut diversifier progressivement pour que économiquement ça reste stable sur l'économie du territoire. Et c'est un équilibre encore, comme tout en agriculture, un équilibre économique, c'est un équilibre climatique et il ne faut pas se précipiter. J'ai vu pas mal d'agriculteurs qui sont revenus me voir et qui m'ont dit « Oh là là, je suis trop content, j'ai planté des abricotiers ». Je les ai regardés, je fais « Mais je vous ai dit à partir de 2040, 2050 ». Il fait « Oui, mais je m'adapte ». Et je fais « Bah en fait là, c'est un peu tôt. Tout est progressif. » Pour l'instant, ceci dit, on est plutôt en retard sur l'évolution. Il faut quand même accélérer, mais il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, c'est comme ça qu'on dit. Il ne faut pas aller trop vite me planter des oliviers à Strasbourg. C'est une grosse connerie. Vous pouvez les mettre à Valence peut-être, ou peut-être un petit peu plus vers Lyon, mais montez pas trop vite.
quoi. Voilà, donc c'est cette période bâtarde. Et qu'on soit d'accord pour les haies, pour les arbres isolés, il faut les planter maintenant. Des arbres aussi du futur, je montre parfois. Je dis pas mettre des dattes et des palmiers, hein, mais prendre des arbres plutôt du côté de Bordeaux, du côté de Toulouse, les faire remonter ici. Parce que n'oublions pas que nos haies, le temps qu'elles s'implantent, qu'elles fassent des racines, il faut qu'elles aient des racines bien profondes quand les sécheresses sont plus importantes. Donc les arbres, il faut les réfléchir dès maintenant pour éviter les mortalités en cas de sécheresse. On va prendre encore une ou deux questions. Il y en a une là. Oui, bonjour. J'ai plusieurs petites questions qui sont par rapport au méthane, au méthaniseur. Le digesta, moi j'avais lu dans un site de Joseph Orzag, enfin je ne sais pas comment on prononce son nom, à cet homme-là, que le digesta, en fait, était très problématique parce qu'il avait exactement le même comportement que les engrais artificiels chimiques. C'est-à-dire que c'est problématique parce que s'il apporte des engrais aux plantes sans avoir à passer par les industries chimiques émetteurs de CO2, ça peut peut-être être intéressant. De ce que j'avais compris, c'est que c'était minéralisé en fait. La matière organique était minéralisée. Ah oui, elle est déjà minéralisée, donc elle ne fait pas travailler les bactéries du sol pour la dégrader, pour ensuite qu'elle soit accessible. C'est ça. Là, je n'ai pas étudié ça. C'est une bonne question que je ne pourrais pas vous répondre, mais c'est une bonne question. Je regarderai, voilà. Je ne sais pas. Alors c'est le site, parce que ça concerne sur l'eau. C'est un gars c'est un chercheur de l'université en Belgique. Okay. Personne ne connaît Joseph Orzag. Non, mais je regarderai. Voilà. Écoutez, son site, c'est autarcie.com. Autarcie, E-A-U. Voilà. Je ne connais pas, mais je regarderai. Écoutez, merci pour. Donc j'ai une autre question. Allez-y. C'était justement cette problématique d'installer des plantes. Moi, je serais plutôt permacultrice. Oui. Donc je fais des essais. Et effectivement, il y a des années où c'est intéressant et des années où c'est pas intéressant sur les arbres. Hein. Je parle des arbres fruitiers. Et donc, je me disais, si tu dois multiplier en fait le nombre de ta production, c'est qu'il faut aussi que tu multiplies ton nombre de surfaces. Oui. Donc, si les gens qui sont déjà installés en tant qu'agriculteurs, et là je vise les gros agriculteurs en fait, donc ils vont jouer, il va falloir qu'ils se diversifient, donc ils jouent sur plusieurs productions. Et vous avez dit, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres agriculteurs qui s'installent, enfin faire installer d'autres agriculteurs en France. Et ça, c'est quand même une sacrée problématique parce qu'il y a le foncier qui est quand même vachement tenu par certaines personnes. Hein. Et ils n'ont pas du tout envie de lâcher le bout de gras. Et je vois sur Châteauneuf-du-Pape, moi j'habitais sur Châteauneuf-du-Pape, où justement il y avait des grosses propriétés terriennes qui ont été, lors des décès, les droits de succession ont été tellement énormes que ces sociétés, ces propriétés en fait ont fini peut-être par éclater en partie. Donc je me disais comment les jeunes ils peuvent s'installer en France. Alors, pareil, question difficile pour moi, parce que ce n'est pas totalement mathématique, c'est plutôt la SAFER qui se charge de ça. La SAFER qui est un organisme qui attribue les terres pour les agriculteurs. Et je ne connais pas très bien leur fonctionnement, donc je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, dans le sens où, si tu dois diversifier, d'accord ou pas d'accord, mais est-ce que... Si tu dois diversifier et qu'il y a des années où tu ne vas rien rapporter, ça veut dire que quand même, il va falloir que ton foncier, tu l'augmentes pour avoir toujours le même chiffre d'affaires à la sortie, quoi. Je pense qu'il peut y avoir des problématiques comme ça d'agriculteurs qui veulent garder les terres. À Châteauneuf-du-Pape, en plus, ce sont des terres viticoles qui, je pense, ont un certain prix. Mais vous savez, de ce que je vois dans certaines régions agricoles, l'Aveyron, par exemple, où j'étais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait cette problématique. J'ai l'impression qu'ils recherchent des gens et qu'il y a des jeunes, là, des jeunes de mon école voulaient s'installer dans l'Aveyron parce qu'il y avait des terres à prendre. Donc je ne pourrais pas répondre statistiquement. Je ne connais pas trop la réponse à la question. Je ne sais pas si je pourrais être d'accord avec vous, si c'est pareil sur tous les territoires. J'imagine qu'il y en a, ça l'est. Mais de ce que j'ai vu, ce n'est pas pareil partout. Voilà. On peut encore... Une question. Et puis après... Après, il y a un petit peu, si j'ai bien compris. Une dernière question, j'en avais posé pas mal depuis une dizaine de fois que je vois l'intervention et qui est toujours aussi intéressante. Hein.
et qui fait prendre conscience à ceux qui ne connaissent pas de ce qui peut être du devenir de l'agriculture. Mais au tout début, ce qui était intéressant quand même, c'est sur la forêt et la capacité de la forêt à stocker. Et justement, parce qu'on en plante, on en remet, mais est-ce qu'on le fait comme il faut et est-ce qu'il ne manque pas d'entretien ? Sur la forêt, je l'ai étudié il n'y a pas longtemps cet été, parce qu'il y a eu un dernier rapport de l'ONF qui est sorti, qui montre effectivement que nous avons multiplié par 2 nos surfaces forestières depuis 1850, un truc dans le genre. Et donc les climato-sceptiques adoraient me dire « Mais monsieur Zaka, on stocke plus de carbone, on a plus de forêt, la France verdit, regardez par satellite, elle verdit ». En fait, il faut regarder aussi la qualité de ce stockage du carbone. La problématique, c'est qu'à force d'avoir des coups de boxe, nous on appelle ça la théorie du boxeur, une forêt qui se prend une sécheresse, puis après une floraison, il y a des arbres qui fleurissent là en ce moment, puis un coup de gel, puis une canicule, puis une sécheresse, puis encore une fois une canicule, puis une sécheresse. Il y a un moment, en fait, la forêt dépérit. Et là, c'est un dépérissement massif. J'en ai pas parlé parce que c'était agricole. D'habitude, je fais aussi environnemental. C'est un dépérissement massif, c'est-à-dire qu'on perd à peu près une certaine quantité d'arbres qui est hyper conséquent. Et cette augmentation a été multipliée par 2, je crois, depuis 5 ans, avec l'accentuation des phénomènes que nous avons depuis 5 ans. Donc, en réalité, il y a plusieurs voies. Soit on replante les mêmes espèces et qu'il y a un risque qu'ils meurent également, mais il faut absolument replanter des espèces parce que si vous gardez les arbres morts dans vos forêts, bon, ça, c'est du bois à brûler. Soit le soleil tape dans la forêt un petit peu plus parce qu'il y a moins de feuilles, donc la forêt s'échauffe, et donc le microclimat de la forêt change, et donc les autres arbres meurent plus vite. C'est une boucle de rétroaction positive. Et si, par contre, vous adaptez vos essences en prenant des essences soit de la même espèce, soit d'autres espèces par le sud, même espèce, c'est plus facile parce que les bactéries, puis les nidifications, puis les insectes, c'est à peu près, ça rentre dans l'écosystème. Si vous prenez une espèce différente, vous n'allez pas mettre des dattiers ici dans la forêt, parce que du coup, le sol, les bactéries, les oiseaux, les écureuils, tout ce que vous voulez, l'écosystème n'est pas adapté à cet arbre-là, quitte à importer des espèces parfois invasives. Il faut absolument l'homme pense un petit peu ces problématiques-là, en plantant lui-même des espèces forestières adaptées à l'écosystème, en les prenant par le sud. Il faut le faire rapidement, parce que si nos forêts, le microclimat change, elles dépériront plus vite. Et pour vous donner un chiffre, et je terminerai par ce chiffre, qui est du coup le chiffre peut-être le plus grave de la soirée, j'en m'excuse, nos forêts stockent 50% de moins de carbone en 15 ans, c'est énorme. C'était notre seul espoir en réalité de stocker du carbone. Et je vous laisse sur cette belle phrase. Et maintenant, merci. On passe. Et maintenant, n'hésitez pas à nous rejoindre pour un petit peu à côté.